Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Le Grand Direct, c'est du lundi au vendredi et c'est avec Jean-Marc Morandini de 11h à midi. Il y est question de télévision. Mardi, à l'occasion de l'ouverture du procès du tueur en série Michel Fourniret, le magazine Le Droit de Savoir sur TF1 revenait sur cette terrible affaire. À cette occasion, Jean-Marc recevait François Vignol, journaliste au Parisien. Il a écrit un ouvrage sur Michel Fourniret. Jean-Marc Morandini recevait également Jacques Aragonès, le rédacteur en chef du Droit de Savoir. Extrait. Comment vous avez obtenu ces documents ? C'est assez simple, ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait sur cette enquête et il se trouve qu'à un moment donné, l'un de nos interlocuteurs nous raconte la perquisition chez Michel Fourniret qui à l'époque n'était qu'interpellé que pour la séquestration d'une jeune fille, c'était pas le tueur en série qu'on connaît aujourd'hui. Et cette personne nous dit tout simplement que lors de la perquisition du domicile, ils ont retrouvé des choses assez étranges, des armes, une glace sans teint, 750 kilos de sel de déneigement, on ne sait pas à quoi ça servit, des menottes dans la cave et puis dans un classeur de la maison, une vingtaine de lettres, des lettres qui dataient finalement de 1986 quand Michel Fourniret était détenu et qu'il correspondait avec une jeune femme qu'il ne connaissait pas, qui n'était autre que Monique Olivier. Qui sera sa future compagne. Qui sera sa future compagne et avec qui, pendant ces quelques mois de correspondance à la prison de Fleury-Mérogis, ils vont sceller un pacte qui est finalement assez simple. Michel Fourniret, dans sa quête de virginité, demande à Monique Olivier de l'accompagner dans ses randonnées funestes et d'aller beaucoup plus loin d'ailleurs, de jouer les rabatteuses. Et elle, qui a vécu difficilement avec son ancien mari, va demander de manière très explicite à Michel Fourniret de la venger de cet homme. Michel Fourniret sort en octobre 87. 2 mois plus tard, c'est la première séquestration d'une jeune fille. Et une semaine après, ils vont tenter de se venger auprès de l'ex-mari de Monique Olivier. Comment vous définiriez Michel Fourniret ? C'est au départ finalement un délinquant sexuel assez classique, qui est mu par cette obsession de la virginité, qui va au fil du temps bénéficier d'une impunité, qui va en jouer, qui va gagner beaucoup d'assurance et qui ensuite va trouver beaucoup plus de plaisir dans la capture, dans la mise en scène de cette capture que finalement que dans son obsession de la virginité. Est-ce que c'est un fou ? Non, c'est pas un fou. D'ailleurs, quand il est passé devant les experts psychiatres, sa responsabilité pénale a été retenue. Ça veut dire qu'il sera jugé, qu'il était sain lors de ses actes. En revanche, effectivement, il a certaines perversions qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série, qui sont une domination, une mégalomanie, un narcissisme, des ressorts que effectivement on retrouve chez les différents tueurs en série sur lesquels on avait pu travailler avant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a fait aujourd'hui le tour des crimes qu'a pu connaître Michel Fourniret ? Non, malheureusement, parce que entre 1990 et 2000, Michel Fourniret n'a avoué aucun crime. Il a avoué en outre que il allait chasser les vierges, je reprends ses propos, 2 fois par an. Ça fait beaucoup de dossiers, des dossiers sur lesquels travaille aujourd'hui la police française et la police belge. On estime à peu près à une trentaine, quarantaine de dossiers en Belgique et en France qui ne sont pas élucidés et sur lesquels on travaille maintenant sur Fourniret. Merci beaucoup François Vignol. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Le Pacte des Fourniret et c'est paru le 15 février aux éditions Hachette. Merci d'avoir été en direct avec nous. Alors ce soir, je vous le disais, à 23h20, TF1 propose un droit de savoir spécial consacré à cette affaire. Avec nous en direct, Jacques Aragonès, rédacteur en chef du droit de savoir. Jacques Aragonès, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On vient d'entendre plusieurs éléments qui nous ont été donnés par François Vignol, mais vous, ce soir, dans le droit de savoir sur TF1, vous avez recueilli des témoignages exclusifs. Tout à fait. Donc je précise que c'est une enquête minutieuse. Les 2 journalistes qui l'ont réalisée ont travaillé depuis 4 ans sur le sujet. Donc Alain Hamon, qui est un peu le spécialiste de la question, qui a écrit déjà un livre et qui vient de sortir un nouveau livre là aux éditions du Rocher, Les Diaboliques face à leurs juges, et Mathias Favron, qui à 4 ans avait déjà réalisé une enquête pour le droit de savoir. Donc c'est vraiment un travail remarquable pour nous. C'est vraiment un des documents de l'année du droit de savoir. C'est 70 minutes avec des témoignages inédits et notamment le témoignage de l'ex-épouse de Michel Fourniret, celle qui est restée finalement le plus longtemps avec lui, avec Monique Olivier, qui a partagé sa vie pendant 14 ans, qui s'exprime pour la première fois
c'est très instructif, très intéressant. Sa vie a été totalement brisée, vous l'imaginez, par l'affaire. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur Michel Fourniret? Elle nous dit notamment que c'était un personnage qui avait un caractère très imprévisible, qui avait des rapports très très conflictuels, très tendus avec ses enfants, qui avait une soif, même déjà à l'époque, ça l'étonne pas aujourd'hui qu'il ait un peu ce comportement-là, parce qu'il avait une soif de notoriété. Elle nous dit, notamment, elle finit l'interview en nous disant, aujourd'hui, il obtient ce qu'il veut, il est enfin célèbre. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis elle nous parle de sa relation avec lui. Elle nous dit comment elle a été amenée à le quitter après la révélation, pas là de l'affaire, mais des premières séries de viols pour lesquels il avait été condamné il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Donc c'était c'est tout cet aspect-là. On a aussi, ça c'est inédit, c'est pour la première fois qu'il s'exprime pour la première fois, c'est le père de Monique Olivier. Alors lui, évidemment, c'est son père, donc le père de sa complice, hein, voilà. Donc voilà. Il tente de la disculper en disant qu'elle a été soumise, qu'elle a été manipulée par Michel Fourniret, qu'elle était sous emprise. Donc ça rejoint la thèse évidemment de la défense de Monique Olivier. Et on a aussi le témoignage inédit de la première victime de Michel Fourniret, parce que François Vignol l'a précisé, son parcours il remonte à pas mal d'années, mais avant même d'être délinquant sexuel, il a été ce qu'on appelle une petite frappe, un petit voleur à la tire, et sa première agression, son premier enlèvement sexuel, il a commis en 1967. La dame donc s'appelle Luce, elle tient à ce qu'on donne pas son nom de famille, et elle témoigne elle aussi, elle explique dans les détails comment ça s'est passé à l'époque. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Claude Sarraute. Claude qui est très 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 fatigué puisque depuis hier elle ne loupe évidemment pas une minute d'une image du voyage présidentiel en Angleterre à Londres. Stevie qui est au bord du suicide car il espérait en être et j'ai tout fait pour, en plus j'ai essayé de vous aider. Vous avez fait quand même très fort, cher Laurent. Et il se console en regardant le procès de Michel Fourniret. Quelle horreur. Alors le plus triste c'était hier, Stevie à la gare du Nord, devant l'Eurostar, sur le quai tout seul, alors qu'il s'était à l'aéroport pour partir. Même pas un petit coup de fil, rien. Rien du tout. Oh là 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 là. Je suis très très désappointé. Mais enfin quand même, vous avez vu, et, franchement là, on peut être fier de la première dame de France. Oui, magnifique. Elle est belle là. Rayonnante, irradiante. Ce petit béret qui rappelle bien, la résistance italienne. Ça tombait bien parce que qu'elle soit joliment fringuée, discrète et tout. Parce que la seule chose qu'on a, le jour de son arrivée, la seule chose qui s'est publiée dans la presse britannique, c'est sa photo d'elle toute nue. Eh oui. Qui va être vendue. Il paraît qu'elle était furieuse. J'ai vu la garde royale qui avait mis des bonnets à poil en son hommage. En tout cas, la reine aime bien Sarkozy, dis donc. Ah oui? Ah bah oui, bel honneur, beau carrosse. Le président chinois, il avait pas eu ça, quoi. Il avait eu un petit carrosse standard, mais là, elle avait fait quand même très très fort. Ah non, franchement, c'est. Ah oui, c'est une amitié maintenant franco-britannique. C'est nouveau en plus l'amitié franco. La guerre non plus, quoi. Non, avant c'était l'entente. L'entente cordiale. Ouais. Là, c'est l'entente amicale. Ouais, c'est bien, je trouve. Bah alors, il n'y a pas eu un seul faux pas, Claude. Pour le moment. Pour le moment, non, attention, ça a failli. Il s'agit pas de toucher la reine, mais ce que Sarkozy a fait, c'est qu'il a touché sa femme. Ah oui. Et ça se fait pas non plus. À 2 reprises, ça se fait pas non plus. Ça, le président Chirac n'a jamais fait ça en 14 ans. Faut dire les choses comme elles sont. Ouais, en 50 ans de vie comme lui non plus, il a jamais touché. Non mais il y a eu, paraît-il, des petits faux pas quand même. Libération, ils sont, alors là vraiment, ils y vont fort. Je sais pas si vous avez lu les 2 pages, mais alors ils ont tout noté. Les tics du président. Il paraît qu'il y avait trop de mouvements d'épaule dans la cour. C'est nouveau ça. Mais bon, voilà.
Tu sais, ils sont comme des chiens. Il a Des trop chiens. parlé à la reine d'Angleterre dans le carrosse. Normalement, il n'aurait pas dû lui parler autant. Voilà, trop bavard. C'est pas vrai, parce que si la reine décide parce que c'est toujours la reine qui choisit le thème de la discussion. Et si la reine aborde des sujets, il se doit de répondre. Et comme elle lui parlait du Paris Saint-Germain, je sais pas qui il a est le été journaliste, attaqué. mais il faut qu'il se renseigne un peu plus. Hein. Oh, et vous avez vu Rachida Dati avec son chapeau, virgule, cloche. Il n'y a pas de virgule. Non, c'est chouette. Ouais. Et l'autre en cheveux, comment tu imagines ça? Ramayad Ramayad en cheveux. Sans chapeau, vous voulez dire? Oui, bien sûr, on disait toujours ça quand j'étais jeune. Oui. Les femmes ne pouvaient pas sortir en cheveux. Le menu qu'est-ce qu'ils ont mangé? Moi j'aurais pas aimé. Hein. Alors là, non. Ah non. Oh non. Filet de barbu, Béatrice. Ça, c'est un hommage aux photos de l'après-midi. Noisette d'agneau bréant, chou-fleur hollandaise. Oh, quelle horreur. Carotte à l'estragon. Tu te rends compte? Pomme Maxime et salade. En dessert, savarin à la rhubarbe, crème vanille et de fruits. Repas accompagné de Chassagne-Montrachet Voilà. 2000. Ça, vous alors plaît là, c'est mieux. bien, oui. Château Margaux 61. Parfait. Et Champagne Krug 82. Excellent champagne. D'ailleurs, tu sais, il y avait des verres pour tout. Un verre pour le vin rouge, un verre pour le vin blanc, un verre pour le machin, un verre pour le champagne. Combien de verres en tout? 6. 6 verres, bravo. Oh, mais mon amour. Écoutez, j'ai pas eu le temps de poser la question. C'est la première bonne réponse de Claude Sarraute. C'était ma question. Il y en avait 6 par personne. Quoi donc? 6 verres, c'est beaucoup. Ouais. Je saurais pas quoi faire des 6 verres. Heureusement, dis donc qu'il y a un maître du protocole qui leur a appris à Paris de quel verre il fallait se servir. Et alors, dites donc, un valet par personne à table. On n'est pas des mouches, hein. Enfin, quand même, 146. Ça veut dire 146 couverts, 146 valets. Bah t'es à Windsor, c'est quand même énorme. Enfin, quand même, je sais pas, un valet pour 2, déjà quand je vais dans un restaurant un peu chic et puis qu'il y a le type qui est là qui surveille, ça me fait chier. Alors, s'il y en avait un par personne. Ah bah, mais au moins, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage en Angleterre aussi, grâce à tout ça. Ah ouais? Bah, 146 valets. Et du coup, Sarkozy avec Rachida et Rama en plus, ça lui en faisait 3, donc c'est super pratique. J'ai une question quand même encore à vous poser sur ce voyage. On va voir si vous la connaissez. Il y a quand même un petit manque d'élégance, mais pas de la part des Français, de la part des Anglais. Une petite mesquinerie qu'on peut noter. C'est au moment où Nicolas Sarkozy est dans le carrosse royal avec la reine. Là, bon, il y a des chevaux qui tirent le carrosse. Et là, il y a un petit manque de tact, un petit manque d'élégance de la part des Britanniques qui, à mon avis, n'ont pas tout à fait fait ça par hasard. Ils ont sifflé. Ils ont fait tirer le carrosse par des ânes. Non. Par des Shetland. C'était bien des... Non. C'était des chevaux blancs. Ça aurait été drôle. Sarko sur un poney. Pour que vous n'ayez pas le vertige, monsieur le président. Non. Ils étaient mal briqués, ils étaient mal harnassés. Non. Est-ce que ça a trait, ça a rapport avec la place dans le carrosse? Non, c'est pas dans le carrosse. C'est un rapport avec les chevaux. C'est un rapport avec les chevaux. Des jolis chevaux blancs. Ouais. Ils n'avaient pas les costumes traditionnels adéquats. On leur avait pas mis des petits plumets. Non. C'est la provenance des chevaux, peut-être? Non, mais c'est lié aux chevaux. Ils n'étaient pas habillés. Manque d'élégance, manque de tact de la part des Anglais quant au choix des chevaux et particulièrement d'un cheval. Il y en a un qui était en rut, peut-être, ou qui était... Dès qu'il a vu Carla qui montait Bruni sur la reine. On se connaît déjà? Non. Il a déféqué? Non, bon, ça on peut pas les empêcher, les pauvres. Qu'est-ce que ça a un cheval? Des fers. D'accord, mais en dehors de ça aussi. D'une queue. D'accord, mais encore plus que ça. Chaque cheval en a un différent. Un ADN? Non. Un jockey. Pas un jockey, mais un... Cavalier. Non, mais un... Un harnachement. Non. Un harnais? Non. Vous aussi, vous en avez un, d'ailleurs. Un sexe? Non. Un Bah problème. si, vous avez un sexe. C'est pas le même. Un cheval, qu'est-ce que ça a? C'est comme un chien, ça. Hein? Une laisse. Une haleine? Mais non, enfin... Des dents. Une langue? Un Non, tatouage. mais non. Des dents. Des oreilles? Tous les animaux n'en ont pas, alors qu'un chien et un chat, ça... Ah, des poils? Non. Un mètre. Dans le public, est-ce que ceux qui ont trouvé... Levez la main, ceux qui Non, ont une personne n'a idée. trouvé. Personne. Il y a un tu vois. monsieur là-bas, quand même. Il y a un monsieur Bravo, qui est bien sûr de lui. quand Monsieur, même. qu'est-ce qu'ils ont, monsieur? Un nom, voilà, bravo, monsieur, vous êtes... Ah, Napoléon! Monsieur, vous êtes... Ah bah non. monsieur, vous remplacez celui ou celle que vous voulez des 5. Vous prenez qui? En sachant que c'est Michalak le moins costaud.
Michalak, pour remplacer Michalak. T'as intérêt à savoir jouer de la cymbale, mon pote. Attendez. Nicolas. Waterloo. C'est une jument qu'ils ont appelée Cécilia. Non, alors pas Waterloo. C'est pas Waterloo, Sainte-Hélène. Alors maintenant, il va falloir voir si vous Napoléon. avez des connaissances historiques. Longwood. Non, Maréchal Pétain. non. Il y a un des chevaux blancs qui tirait le carrosse de Nicolas Sarkozy qui s'appelait... Trafalgar. Non, Pas Nicolas. mais c'est pas bête. Trafalgar, Waterloo, on se rapproche. C'est pas Waterloo, c'est pas Jeanne Trafalgar. d'Arc. Pas Jeanne d'Arc, Austerlitz. pas Austerlitz. Bah Austerlitz. Ah bah Austerlitz, oui. ça allait. Pour une fois qu'on C'est avait une gagné. défaite, c'est une défaite. Eh oui, évidemment, une défaite. C'est il y a longtemps, hein. C'est pas lors des 2 dernières guerres. C'est peut-être C'est pas Napoléon non plus. C'était sous quel règne? au cours de la guerre la plus longue Il y a qui soit. 100 ans, au cours de la guerre de 100 ans. Au cours de la guerre de 100 ans. Vas-y, Claude, Henri pour toi. VIII. C'est quoi? Allez, régale-toi, c'est pour nous. Les contemporains, on y Très va. connu, même moi je connais le nom de cette défaite, hein. Et pourtant je suis pas calé en histoire. Il y a un Z dedans. Est-ce que quelqu'un dans le public sait? Alors là, 1 ici, 2 ici, 3 ici, Donc on change tous les chroniqueurs. 4 ici. Ça commence par un Z. Non, j'ai dit qu'il y avait un Z dedans. Défaite, voilà, 4 personnes dans le public qui ont plus de culture que les 5 chroniqueurs C'est pas la réunis. Bérésina. Ah, la honte, pas la Bérésina. La Bérésina, c'est vous. Et d'ailleurs, votre retraite sonne pour bientôt aussi. C'est quoi Alors. Azincourt. Azincourt, bonne réponse de Fabrice Eboué qu'on acclame. Ah là, Stevie, je suis très déçu. Ouais, mais il m'est pas venu, hein, honnêtement. Pourquoi parle-t-on dans la presse britannique et la presse française à propos du voyage du couple présidentiel? Et on reste pour cette dernière question sur ce fameux voyage dont tout le monde parle. Pourquoi parle-t-on du tableau de Seurat, les poseuses? Ah, parce que c'est l'imitation, c'est la pose que prend Carla Bruni sur sa photo, justement. Sur quelle photo? La photo qui va être vendue à New York chez Christie's. La photo nu de Carla Bruni. Excellente réponse de Stevie Boulet. Effectivement, on a la photo, le cliché pris par Michel Comte, photo mis aux enchères, vous le savez, surtout qui fait la une de tous les journaux. Hier, c'est pas très sympa de la part des Anglais quand même. Ils auraient pu le faire la veille, le lendemain ou le surlendemain, mais le jour où franchement Carla Bruni et le président arrivent en Angleterre, j'imagine ils sont dans le carrosse, puis à la une de tous les kiosques, à moins qu'il y a quelqu'un du Palais Royal qui retire tous les magazines. Elle est pas, c'est quand même une belle photo, c'est pas une photo. Non, attends, elle était, Stevie, elle était furieuse. Je vous la fais passer, la photo, elle est quand même, là, pour le coup, on peut pas plus nue, quoi. Ouais, c'est vrai, mais... Ah, vous l'aviez pas vu, la photo, hein? Fais voir. Vous parliez sans savoir. Dans le magazine que j'ai vu, c'était écrit censuré sur les seins. Ah ben non, pas du tout. Non. Il y a juste ses mains qui cachent le voilà, le bonnet à poil. Les contondus. Dans le Parisien, ils disent juste ses mains qui cachent l'essentiel. L'essentiel, voilà. Et alors effectivement, j'ai fait rechercher le tableau de Seurat, les poseuses, et elle a exactement, effectivement, la même position que ce tableau de Seurat. Donc quelque part, c'est une œuvre d'art. Mais peut-être n'empêche qu'elle est furieuse. C'est vrai, comment vous savez ça? Parce que je l'ai lu dans les journaux, mon cher chéri. Ouais. Elle a été vraiment mais hors d'elle quand elle a vu ce que faisaient les Anglais. Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi son mari ou elle-même, elle a tout fait les moyens, n'a pas racheté immédiatement, annulé cette vente en donnant une énorme prix pour cette photo. Ah oui, vous avez fait ça, vous, Claude? Non, il y en avait beaucoup trop, ça coûtait trop cher. Hypothéquer 2 maisons. Et les photos, Cette photo, vous êtes avec tous ces mecs qui s'appellent Guernica. Guernica, les deux. En 2 mots, hein, évidemment. Non, bah écoutez, en tout cas, moi je trouve franchement, voilà, on peut être fier, quoi. Elle est belle. En plus, c'était son métier à l'époque, quoi. Il y a rien de choquant. Voilà, elle était mannequin. C'est pas la reine d'Angleterre qui peut en dire autant. Hein. Ce petit béret, ce petit... Non, franchement, Non, elle elle est est très élégante. Ah, là, très élégante. Elle était belle. Et quand elle souriait, oh là là. Et puis la robe du soir. La robe du soir en crêpe noire. Ah oui, avec les bras, les manches transparentes. Hein, fantastique. Vraiment la classe. Ah, c'était presque trop, moi, je trouve, le petit béret et tout. Presque trop sage, quoi. Non, franchement, on peut pas critiquer Carla Bruni hier, elle a été quand même exceptionnelle. Arrêtez de... Toujours. Exceptionnelle, elle a été juste bouffée, hein. Non, elle était bien, je suis désolé. Je trouve qu'elle a vachement bien représenté notre pays. Les Anglais, ils étaient verts, je suis sûr. Ah ouais, je trouve que, franchement, pour l'Italie, c'est chouette. Oui, Président de la République, c'est le titre, justement, ça tombe bien, d'Alain Bashung, dont on a écouté un extrait hier grâce à Jean-Bernard Hébé. Ça fait partie aussi, évidemment, de la playlist d'Europe 1, puisque c'est un nouveau titre de l'album de Bashung, Résident de la République. Je sais
sais pas. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entr'ouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Allez, avec d'autres questions, on revient à la politique française. Qui de Claude Sarraute, Stevie, Jérémy Michalak ou Fabrice Eboué ou Jean-Luc Lemoyne saura me dire quel est l'invité politique que Michel Drucker a déjà prévu de recevoir au mois de mai prochain, mi-mai, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois et demi maintenant. Xavier Bertrand? Pas Xavier Bertrand. Daniel Cohn-Bendit. Un ministre. Vivement dimanche, donc, un aura ministre. Pour invité principal, non pas un ministre, Claude. Un membre de l'UMP. Non plus. Non mais quelqu'un qui vient commémorer mai 68. Quelqu'un qui vient commémorer mai 68, probablement. Non, parce que je crois pas qu'il est spécialement connu mai 68. Attends. Il est de gauche, alors, c'est un socialiste. De gauche, ça, c'est vrai. Effectivement qu'il y a un lien avec mai 68, mais je pense qu'il aurait été invité de toute façon. Voilà. Même si on n'avait pas commémoré mai 68. C'est pas Cohn-Bendit. C'est pas Cohn-Bendit. Voilà. Cohn-Bendit, ça aurait été une raison vraiment plus. C'est un homme. C'est un homme. Besancenot. Olivier Besancenot, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bon. C'est vrai que c'est pas mal, voilà, d'inviter Besancenot au mois de mai pour la commémoration de 68, mais c'est pas un des acteurs. Si. Ah oui. J'ai jeté sa tétine contre le CRS. Il jetait des hochets sur le CRS. Non, mais en même temps, c'est assez original comme inviter Besancenot chez Drucker, c'est pas non plus si évident. Mais tu sais que Besancenot, il prend une importance énorme sur la scène politique. Ah oui, oui. Ah, mais vous-même, il commence à vous tenter politiquement, Claude? Non. Ah non. Ah non. Pas un révolutionnaire quand même. Non, c'est trop là. Je me prends déjà par la main pour aller voter pour les socialos. S'il y avait plus Besancenot, non, pas non.
Ah, vous avez voté socialiste, vous, Claude oui, Sarraute? je suis obligé. Comment ça, vous êtes obligé? Mais tu sais bien, j'ai mon fils qui est directeur des toilettes. Des toilettes Directeur des toilettes de la mairie de Paris. Il est directeur de quoi, votre fils? Du cabinet. Ah oui, c'est ça. Ok. Et directeur du cabinet de Delanoë. Et alors, il y a du monde qui passe? C'est très très bien, figure-toi. Ouais, Un haut poste. Ouais. Hein, mon chéri? Oui, c'est très propre. Dis quelque chose. Mais j'en sais rien, moi j'y vais pas dans les cabinets de la Noé. Bon, Besancenot chez Michel Drucker, ce sera pour la mi-mai. Le plus vieux a 33 ans, le plus jeune 17 ans. On connaît maintenant leur prénom. De qui s'agit-il? Ceux qui sont décédés dans l'accident sur l'autoroute à Perpignan, Emmaüs. Pas du tout. C'est bien. 9 morts et on va faire des blagues dessus. Non, c'est pas une blague, c'est une question. C'est les morts des soldats américains. En tout cas, c'est une tranche d'âge, c'est pour être des joueurs de foot, par exemple. C'est pas des joueurs de foot. C'est des sportifs? Non. Ils sont combien? Ils sont 15. Ah bah c'est des joueurs, c'est des sportifs. C'est 15, ça veut dire des rugbymen. Des rugbymen, pas du tout. Alors attendez, reposez. Ils sont 15 de 17 à 33 ans. Exactement. Ah, c'est les finalistes de la Nouvelle Star. Les 15 finalistes de la Nouvelle merde. Star. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Je sais pas si vous avez regardé, moi j'ai un peu regardé la dernière page. On les voit pas chanter. L'émission est mal montée. Je alors trouve. qu'à la Starac, C'est vrai que l'année dernière c'était mieux. Ouais. Là, le montage était mieux cette année, je sais pas, j'ai trouvé C'est ça fouillis, bizarre. on voit 36 fois la même Ouais, chose. c'est ça qui est pénible. On les revoit chanter en audition au tout début. Ouais, c'est relou. Oh là là, non, c'est. Ah, il y a un moment qui m'a bien plu. Moi, j'ai vu la toute fin de l'émission hier, c'est quand Lio, qui fait partie désormais du jury, puisqu'elle a succédé à Marianne James, Lio dit à un candidat qu'on revoit se tromper au début d'une chanson au moment du casting, et puis il dit au jury, oh là, pardon, mais il faut que je recommence, ce qui normalement ne se fait pas, on se trompe, on doit continuer. Et elle lui fait, oui, on a hésité, on n'est pas sûr qu'on va te prendre. Bon, finalement, ils l'ont pris, mais elle dit, on a hésité, pas sûr qu'on va te prendre, parce que tu comprends, quand tu commences une chanson, faut être professionnel. T'imagines quand même, à Baltar, en prime, en direct, si ça devait t'arriver, tu commences une chanson, et puis voilà, tu t'arrêtes, et puis tu reprends parce que tu t'es trompé. Non, ça, c'est pas possible. Et j'aimerais qu'on revoie régulièrement ces images où on voit Lio. Qui chantait régulièrement en playback sur tous les plateaux de télévision, quasiment s'asseoir, pleurer dans une émission de Patrick Sabatier parce que la bande est pas partie comme il fallait, et puis on lui renvoie la bande, puis ça marche toujours pas, elle s'arrête une troisième fois, et c'est elle aujourd'hui qui donne des leçons aux jeunes chanteurs. Bravo Lio. Non mais c'est vrai, c'est énorme quand même. Bon, vous avez déjà une chouchoute ou un chouchou parmi les 15 finalistes, Stevie, puisque je vois que vous avez suivi la Nouvelle Star? J'ai pas vraiment de chouchou. Je vais voir, j'attends vraiment les primes. Voilà. Attends de voir qui gagne pour avoir vraiment. Oh non. Pour en soutenir un. Mais non, il y en a un qui est insupportable, non, dedans. Oui, il s'appelle Jules, je crois. Ah, Jules, vous l'aimez pas, lui? Non, du côté Raphaël. Ouais, le côté Raphaël, Julien Doré, j'ai la mèche grasse collée sur le milieu du front. Moi, c'est drôle, il me fait penser à toi un peu. Ah ouais, bah, c'est peut-être pour ça que je l'aime pas trop. C'est celui qui a 17 ans, il a 17 ans celui-là, justement. Voilà, la mèche grasse, ça fait pas Raphaël, ça fait Jacques Lafitte, hein, ça. Il y en a un, celui le plus vieux. Il y a quand même des beaux gosses. Le plus vieux, il a 33 ans, pilote de paquebot à Marseille, il a un petit côté Ken. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'il avait un petit côté Ken. Ken. Il a été pris. Ah oui, il a été pris. Tu l'aurais pas pris, toi? Ah non, j'aurais pas pris, moi. Il y avait tellement de petits. Ouais, mais moi, c'est terrible parce que je serais parti d'un jury comme ça. Je prendrais que des beaux mecs et je prendrais pas de femmes. Bah, pilote de paquebot, il a peut-être des. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Ah, moi, que je suis gay, j'ai des mecs, voilà. C'est la nouvelle. Attendez, je recrute au cul. Tu es gay. C'est la Nouvelle Star, c'est pas les nouveaux Village People, hein. C'est notre émission. Non, mais contrairement à la Star Academy, la Nouvelle Star a souvent eu des mecs. Tu vois, Christophe Willem, Julien Doré, Jonathan Serrada. Il y a eu qu'une fois la nana, mais ça a été un échec. Et c'est vrai que Christophe Willem, il était beau. Ouais. Je pense que tu l'auras pas sélectionné. Tu vois, autant à l'époque c'était un gros ton, autant aujourd'hui il est vachement, je le trouve beau. Christophe Willem, c'est le monstre avec les lunettes. À l'époque, oui, je le trouvais pas spécialement beau, mais je l'ai vu en vrai. Tu peux pas dire ça, je trouve qu'il a un vrai charisme et je trouve que le succès le rend beau. Claude, il vous plaît pas? Mais non, mais attends, c'est un monstre. Oh non, on peut pas dire ça. Tout dégingandé, il est étroit, il est, ses énormes lunettes sur ce grand nez. Il est un monstre. C'est hommage permanent à Jean-Pierre Raffarin. C'est lui qui reprend le bossu de Notre-Dame. Ça pour faire la référence en Angleterre, lui, il a pas besoin de se forcer. Hein. Le tortue de Notre-Dame.
Notre-Dame. Oh non, vous êtes méchant, il est mignon. Mais non, mais c'est vrai qu'il arrive à avoir du charme. Oui, et le puis, succès le rend beau. mais sans succès, il a du charme. C'est comme ça, Claude. Vous pouvez pas, on n'est pas obligé tous d'être dans les canons de beauté, regardez. Oui, mais je vois pas quel charme tu peux lui trouver. Faut être vicieux pour lui trouver du charme. C'est ça, c'est le vice. Il a un très joli sourire déjà. Et crois-moi par expérience que c'est pas les plus beaux mecs qui sont les mieux. Ah, ouais, tu sais, il y a du tout. Et là, c'est un mec qui a morflé là. Dans la nature. Je préfère me taper un mec. Mais mon chéri, c'est avant tout le mental, quoi. Oh, le mental. Tu as des gens qui adorent les unijambistes. Oui, tu as des gens. Mais oui, tu as des putes unijambistes. les mentales parce qu'il y a plusieurs trous dedans. Ça, c'est très mal. Ah bah c'est net. Bon, à part ça, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que les goûts sont des dépravés, c'est des goûts de dépravés. Par exemple, tu as des hommes qui n'aiment que comme moi par exemple, des vieilles dames. Les gerontophiles. Ou bien ils aiment les unijambistes, ou ils aiment les obèses, ou ils aiment, tu vois. Les unijambistes. Non, c'est intéressant. Il y a des spécialistes. Ouais, je te jure, c'est vrai. Paul McCartney. Moi, un jour, je me suis tapé un flamant rose pour voir ce que ça faisait. Très décevant. Vous voulez dire un belge gay? Non, mais c'est vrai, tu dis, tu fais marrer une femme, elle a déjà un pied dans ton lit. Moi, je galère pour le deuxième, alors quitte à choisir. Qui avait traversé l'Allemagne nazie alors qu'il faisait le tour d'Europe à vélo, et dont on parle dans la presse aujourd'hui? On nous rappelle qu'il avait traversé l'Allemagne nazie en faisant le tour de l'Europe à vélo. Anquetil? Ah non, il était en 36, peut-être pas. Anquetil a commencé comme ça, c'est bien connu, il a traversé l'Allemagne nazie. Et Poulidor, comme un con, s'est fait bloquer à la frontière. Est-ce que c'est quelqu'un de connu, Laurent? Oui. Un cycliste. Autrement, on n'en parlerait pas dans les journaux aujourd'hui. Attends, c'est un cycliste professionnel? Pas du tout un cycliste professionnel. Quelqu'un qui est décédé? Quelqu'un qui est décédé. Récemment? Oui, récemment, autrement on n'en parlerait pas dans la presse aujourd'hui. Un acteur. Richard Widmark. Richard Widmark, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Vous voyez qui c'est Richard Widmark, Stevie? Fort Alamo. Si vous voyez les westerns, Fort Alamo, les Cheyennes, voilà, c'est quand même un des comédiens qu'on citait toujours avec John Wayne et quelques autres. Très beaux yeux bleus. Et on a vu dans une série aussi qui s'appelait Madigan. Il est décédé là à l'âge de 93 ans quand même. Et on nous rappelle qu'effectivement, il s'était forgé des convictions politiques dès sa jeunesse en traversant l'Allemagne nazie alors qu'il faisait le tour de l'Europe à vélo. Il faisait partie des démocrates, comédien démocrate aux États-Unis depuis déjà de longues années, et même luttait, ce qui est assez rigolo quand on sait évidemment que c'était lui, en plus, le héros de l'homme au colt d'or. Il luttait contre la mise en vente libre des armes aux États-Unis, contrairement à Charlton Heston qui lui est pour évidemment cette liberté des ventes d'armes. Lui, Richard Widmark, a toujours été contre cette vente libre d'armes aux States. Voilà, Richard. Voilà, il y a une photo un peu plus. Non, il est beau là. Richard Widmark, voilà. Claude, c'était qui votre cow-boy préféré, vous? J'avais pas de cow-boy. Moi, j'étais amoureuse folle. J'ai eu deux amours. J'en ai. Alors, dans le temps, c'était Douglas. Pierre Douglas. Non. Kirk. Douglas Fairbanks. Kirk Douglas. Et maintenant, vous devinerez jamais. C'est Gamblin. Jacques Gamblin. Non, pas Jacques Gamblin du tout. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Dans les cow-boys. Il n'a rien à voir. C'est ça, c'est intéressant. Voilà. Si j'avais 50 ans de moins, je tomberais comme une brique pour Guillaume Canet. C'était qui avant déjà? Kirk Douglas. Pas le fils, Michael Douglas. Non. Le père. Le père. Ouais. Mais non, c'est pas du tout lui. Ah bah c'est lui qui était Mais c'est pas du tout lui dont je vous parle, Kirk Douglas. Aucun intérêt. C'est le petit, très petit, un James petit nabeau. Mickey Rooney. Non. Nicolas Sarkozy. Il est marié à la même femme depuis des années. Paul Newman. Paul Newman. Voilà, c'est lui. Ou Robert Redford, peut-être. Non. Oui, j'aimais bien entre-temps. On va juste adresser un Paul message Newman, à voilà. Jacques Gamblin, à Kirk Douglas, qui se sont fait une joie 2 secondes. Évidemment, Jean-Claude Sarraute ne vous aime pas. Enfin, c'est vrai, vous confondez tous les noms. Quand on aime quelqu'un, on se souvient de son nom. Ça se ressemble. Avec un truc pareil, vous avez dû vous taper Paul Prébois. C'est quand même... Non. Donc vous êtes sûr, c'est Paul Newman. Paul Newman, sûr et certaine. Et Guillaume Canet. Et maintenant Guillaume Canet. Bon, vous confondez pas avec un autre. Hein.
Non. Mais il est pas mort, Paul Newman, tu sais. Donc vous pourriez encore avoir une aventure avec Paul Newman. Tu es fou, c'est ça que tu comprends rien. Les vieilles personnes, les vieux messieurs, prennent toujours des femmes jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Les vieilles dames... prennent des hommes encore plus vieux. Il y a beaucoup de jeunes femmes, pour moi, jeunes, encore 40, 50 ans, qui prennent des hommes beaucoup plus jeunes. Mais quand tu arrives à 80 balais, tu trouves difficilement, je vais te dire. C'est pas sûr, à moins d'avoir pas un une chose. vicieux. Tu as essayé la République dominicaine ou pas? Quoi? La République dominicaine. Oui, quoi? Il faut que tu ailles là-bas, absolument. J'y suis allé. Et t'as pas trouvé un black là-bas, un truc Non, pourquoi? Je croyais que tu étais branché black depuis le temps. C'est mon grand regret, chérie. Un jour, j'étais en soirée, je draguais une fille, je la dragouillais, je la questionnais, je lui disais est-ce que t'es branché plan A3 par exemple? Elle me disait ouais, j'ai déjà fait un plan A3, tout ça. Je disais t'as déjà couché avec une fille? Elle me disait ouais, j'ai déjà couché avec une fille. Je disais t'as déjà couché avec un noir? Elle me dit ça va, je suis pas une pute quand même. Hein. C'est drôle. C'est pas j'invente. C'est j'invente ça, non? Non, c'est véridique. Hein. Oh là. Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne. C'est Franck Ribéry qui a marqué sur penalty hier soir contre l'Angleterre, 1-0. Certes, c'était un match amical, cordial aussi d'ailleurs, qui fêtait la 100e sélection du Britannique David Beckham. Mais voilà, on a marqué seulement un but sur penalty. Mais Franck Ribéry a tout de même enlevé son maillot après avoir marqué ce penalty. Qu'est-ce qu'on a pu lire sur son t-shirt? À mon pote Hicham et à Thierry Gilardi. Monsieur Thierry Gilardi. Et à Monsieur Gilardi, sans le prénom. De toute façon, c'était en hommage au commentateur de Canal+ et TF1 décédé il y a 2 jours et en hommage effectivement à un pote à lui, manifestement Hicham. Pour mon pote Micham et Monsieur Gilardi, bonne réponse de Lemoyne et Eboué. Il y a eu aussi une minute de silence en début de match, le match qui finalement était commenté par Christian Jean-Pierre, qui est d'ailleurs journaliste ici à Europe 1. Et Arsène Wenger. Et Arsène Wenger, puisque Jean-Michel Larquet, trop peiné, ne pouvait évidemment pas commenter. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas peinés les deux autres, hein, mais c'est que Jean-Michel Larquet, quand même, lui, a quand même évidemment passé beaucoup plus de temps. Il était quand même présent au stade, Jean-Michel Larquet. Il était quand même présent au stade. C'était un beau match. Moi, j'ai vu en différé ce que ça avait pas l'air super passionnant. J'ai passé en accéléré pour être très honnête. Ah oui. Et en accéléré, ils jouent bien les Français. Hein. Oui, il n'y a pas de temps mort bizarrement. Et non, ça avait pas. Est-ce que Trezeguet a joué? J'ai pas vu le match. Oui, il était titulaire. Un ballon, il était titulaire. Malheureusement, il a pas fait grand chose, mais il a été applaudi par le Stade de France. Ah oui. Et une chose aussi rare, c'est que Beckham. En général, le public français est pas toujours au top. Je trouve que ce qui est bien, c'est quand il est sorti, le public l'a applaudi et ça, c'est très britannique comme attitude et c'est assez rare sur les stades français. Une question qui nous emmène en Italie maintenant et c'est le ministre italien, monsieur Bersani, qui a déclaré, il est ministre, je vous le dis pour votre gouverne, ministre pour le développement économique dans le gouvernement Romano Prodi, et il a déclaré: ne poussons pas la psychose jusqu'à imaginer un monde sans quoi? Sans Alitalia? Non. C'est un italien? Oui, sans mozzarella? Sans amour. Sans mozzarella. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah oui. Moi, j'allais dire ça. C'est pas qu'il soit spécialement cultivé, Fabrice Eboué, mais il connaît tous les mots avec un Z. Azincourt, mozzarella. Essaye avec l'animal rayé noir et blanc, là. Voilà, parce que vous le savez, il y a un problème avec la mozzarella, le célèbre fromage italien vit des moments difficiles, puisqu'on le soupçonne d'être contaminé par de la dioxine. La mozzarella de buffle, produite dans la région de Naples, est interdite d'importation au Japon et en Corée du Sud. Et du coup, l'Union européenne s'en mêle aussi, dit: oh là là, attention, amis italiens, ne nous envoyez pas n'importe quoi comme mozzarella. Qu'est-ce que c'est bon, la mozzarella? Ah ouais, avec des tomates. Oui, une bonne vinaigrette. Ça dépend. Il y a des mozzarella qui sont impossibles. C'est vrai? Ah oui, c'est juste des boules de chewing-gum, mais que t'as déjà mâché depuis longtemps. Tu vois, il y a plus de goût, il y a plus rien. Ouais. Si c'est pas de la mozzarella de buffle, c'est De bufflone. de buffle. Sinon, C'est pas mauvais non plus. Ouais, Mais ça accroche un peu plus le palais. Le ministère philippin de la Santé, dans un autre gouvernement, un peu plus loin celui-là, on a adopté hier une nouvelle disposition visant à interrompre un marché noir. Quel marché noir vise à interrompre le ministre de la Santé du gouvernement philippin?
Le trafic de fausses bagues qui est relié en France par Claude Sarraute, non, c'est pas ça? Non, Les filles, trafic de filles. non, un marché noir. D'organes. Oui, d'organes. De quoi précisément? Le rein. De rein. Marché noir de rein. Bonne réponse de Stevie et Jean-Luc Lemoyne. C'est Francesco Duque, secrétaire d'État à la Santé, qui a déclaré « Nous voulons mettre un terme au marché noir des reins. La vente de reins aux Philippines touche les plus pauvres et les prisonniers qui vendent leurs organes pour des sommes dérisoires au profit de réseaux à destination de clients étrangers, évidemment en majorité. Voilà, on peut acheter des reins philippins et puis tout ce qu'il y a autour pour faire le ménage avant. faut dire les choses comme elles sont. Quoi? C'est épouvantable. Mais c'est terrifiant. Tu te rends compte, les malheureux, à quel point ils sont malheureux pour se laisser enlever un rein, pour toucher quoi? Rien du tout, comme tu viens de le dire, c'est horrible. Rien du tout. Vous-même, vous cherchez un foie, Claude, je crois, non? Tu n'as pas le droit de dire ça. Mon foie est en parfait état. C'est pas vrai. Je te jure. Au contraire. Tous les jus d'orange et tout ça. Oui. Tu sais, j'ai décidé, j'aime plus tellement le champagne. Ça y est. Parce que le whisky sec maintenant. Un peu Je vais passer au parfum. C'est-à-dire alors? Eh ben écoute, tu sais ce que je fais? Non. Je le mélange avec du crément. Du crément maintenant. Tu sais ce que c'est que le crément? Oui, je vois très bien. Ça fait moins acide. Oui. Et c'est moins cher. Mais alors, aussi une autre chose que j'ai trouvé que j'adore, je n'avais pas bu depuis des années, c'est l'Armagnac. Ça, c'est bon avant de se coucher. Un bon petit verre d'Armagnac. Tu dois coucher, tu es complètement raide. Mais pas du tout. Elle dort bien. Ah non, mais elle tient la C'est tout ce que vous pouvez trouver maintenant, un vieil Armagnac. Paul Newman, par exemple. Un vieil Armagnac. Allez, autre question avant le flash de 17h. Claude, vous êtes prête? Prête. Attention. Qu'ont fait deux Belges qui auraient très pu mal se terminer? Qui aurait très pu mal se terminer. C'est-à-dire que dans la langue française, comment vous justifiez ça? Moi je te dis qu'elle soit pauvre con. Moi je te réponds. Ils auraient très pu. Moi je te réponds, parle-moi pas comme ça. Qu'ont fait deux Belges qui auraient très pu mal se terminer? Et vous insistez en plus. Qui aurait pu très mal se terminer. Putain, allez, on va encore appeler des gens dans le Nord. C'est comme les spaghettis. C'est parti, allez. Mais je parle belge. Je me mets dans oui, d'accord. On fait, n'est-ce pas, de personnes qui auraient très pu mal se terminer. Eh ben là, c'est bon, c'est belge. Il faut s'avouer. On bien m'énerve cette question. Je vais vous donner la réponse parce que, en fait, voilà, le problème, pourquoi j'ai du mal à la poser, c'est que j'arrive pas à trouver la question. J'ai la réponse, vous voyez, mais j'ai pas la question. Ben voilà, on va faire dans le sens inverse. Je vous donne l'info, à vous de trouver la question. Alors, allons-y. Pour s'épargner un long détour à pied, n'est-ce pas? Un couple de randonneurs belges en excursion dans le massif des Vosges a tenté hier de traverser le lac Blanc, presque gelé, avec leur sac sur le dos, avant de renoncer trempés et transis. La distance à parcourir n'était que de 30 mètres, mais l'eau était à 3 degrés seulement et la profondeur de 50 mètres. L'homme en hypothermie a été évacué par hélicoptère et sa compagne également a été hospitalisée. Comment vous auriez posé la question, vous? Qu'est-ce qui prouve que les Belges sont vraiment cons? Voilà, c'est ça. Tu vois, mais ils traversent un lac à poil. Voilà. C'est exactement ça. Donc quand même, c'est quand même faux. Il y avait plusieurs possibilités de réponse. Ou sinon, pourquoi un Belge, peut-on dire qu'un Belge a essayé de relancer Mr Freeze? C'est quand même fou. On est quand même en plein hiver. Ils sont dans les Vosges. Il y a le lac Blanc qui porte donc bien son nom. Il est quasi gelé. Puis ils disent, on va prendre moins de temps si on traverse par le lac. Alors le pire, c'est qu'il s'en est sorti. On l'a réchauffé et tout, mais c'est pour revenir et il a recommencé. Thomas est le premier homme à attendre un enfant. Comment cela est-il possible? Il adopte, il attend l'aéroport. Non, pas du tout. Et il est devant une école maternelle. Il le porte en lui? Alors Thomas Beatty ne le porte pas en lui. Sur son dos.
encore que... Si, il est vraiment enceint, et puisqu'il est enceint de 5 mois. Je sais, j'ai déjà vu un reportage. Ben, en fin de compte, quand la mère... 5 mois de grossesse. Il est enceint, on dit? Enceint. Ah ouais. Enceint. Mais incroyable. Techniquement, il va accoucher par les fesses. Il attend une petite fille qui est prévue en juillet. Non, mais si j'avais vu C'est peut-être Non, un non, transsexuel. non, il va pas transsexuel. accoucher. Pardon? Est-ce que c'est un transsexuel, Thomas Bitty? C'est un transsexuel. Ah, bah non. Effectivement. Il est officiellement un homme, mais il n'a pas toujours été un homme. Thomas Bitty a subi une opération chirurgicale qui l'a fait devenir homme. Mais il se trouve que sa femme, puisque depuis qu'il est devenu homme, il a une femme qui s'appelle Nancy, est-elle dans l'incapacité d'avoir un enfant? Or, son appareil génital fonctionne comme à l'origine, à lui, même si aujourd'hui il est devenu un homme. Et il y a les deux, quoi. Il a les ragnagnas et les si bien couilles qu'il est devenu un homme aujourd'hui enceint. Et il en est à 5 mois de grossesse. La petite fille est prévue pour le mois de juillet. Ça va faire mal au prépuce. Bonne réponse de Stevie Boulet. Quoi? Ça risque de faire mal au prépuce. Mais non, chérie, c'est un hermaphrodite. Ah oui, comme la première fois. Mais t'es idiot, c'est un hermaphrodite. C'est les sages-femmes qui vont halluciner. Quand tu vas écarter les jambes. Oh, mon Dieu. Ah oui, donc, dites donc votre petite fille, quelle paire de couilles. C'était quand même important d'en parler parce que c'est quand même fou cette histoire. Hein. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est une Française? Non, je pense que c'est britannique. Sa femme s'appelle Nancy, lui s'appelle Thomas Bitty. On nous dit pas. Son vrai nom, c'est Paul Vermus. On nous dit pas dans quel pays ça se passe. D'ailleurs, c'est en France Soir que j'ai trouvé cette info. On nous dit juste que pour la petite fille, quand même, ça risque d'être assez dur, traumatisant quand même, non? Sortir par le vagin de son père, ça doit toujours faire bizarre quand même. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut expliquer à ses copains après, quoi. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bizarre parce que normalement on fait une ablation quand tu te fais je pense opérer. qu'ils ont dû lui enlever les seins pour que d'apparence dans la rue elle ressemble plus à un homme et ils lui ont peut-être laissé un... Oui, mais normalement on coupe les trompes et tout pour arrêter parce qu'elle doit prendre des hormones, ça se fait pas comme ça les opérations. T'as un traitement hormonal à prendre et normalement t'as une ablation de l'utérus, des trompes et de toutes ces de la vaginerie et tout ça quoi. La vaginerie. Ah non. Oh non. On sent que ça le fait rêver. Allez, on a le temps encore à une autre question avant le flash. Oui, on a le temps encore, on me fait signe en régie. En Roumanie, lors d'un enterrement, on n'a pas pu fermer le couvercle du cercueil. Pour quelle raison? Il bandait. Non. C'est Balibalo. Il était très très gros. Pardon? Il était un homme très corpulent. Non, pas à cause de la corpulence du défunt. Le bois avait travaillé. Non. À cause des cadeaux qu'on avait mis à l'intérieur. Non. Quelqu'un est tombé dans le cercueil, c'est pas un 2 places. Non. On avait caché les œufs de Pâques. Non. C'était pas le bon couvercle. Il était pas mort, tout simplement. Il était bien mort, oui. Il a une jambe qui dépassait. La famille a déposé plainte, le fils du disparu a déposé plainte contre le fabricant de cercueil. Parce qu'on avait volé le couvercle. Alors c'est-à-dire qu'en fait le cercueil était évidemment trop petit. Ah, il lui a refilé le cercueil de passe-partout. Non. Le mec. Ils lui ont coupé les jambes pour le mettre dedans. Non, puisqu'on a pris finalement un cercueil plus grand. Mais qu'est-ce qui dépassait du cercueil? La tête. Les pieds. Oui, plus que les pieds. Des chaussures. Les chaussures. C'est les chaussures du défunt qui dépassaient du cercueil. Mais je savais pas qu'on se faisait enterrer avec les chaussures. Moi. Habillé. Oui, habillé, ça, hélas, oui. Roland Dumas, lui, il y tient. Il se dit, au prix que je les ai payés, je vais pas les laisser dans l'armoire, celle-là. Impossible de fermer le cercueil en Roumanie. Si la situation avait eu lieu dans d'autres circonstances. En Roumanie, tu te fais même enterrer avec un chiffon à la vitre pour les voitures. Avec un parc-mètre entier. Ce que j'aime, c'est la fin de cet article de François. Il y a des articles qui sont quand même curieusement écrits. D'ailleurs, dans ces cas-là, ils sont pas signés, ce qui est pas plus mal, parce que souvent, c'est des dépêches AFP ou des trucs qui arrivent sur Internet et tout. Je vous lis l'article tel qu'il est écrit. Le titre, c'est « Impossible de fermer le cercueil ». En Roumanie, lors d'un enterrement, le couvercle du cercueil fut impossible à fermer en raison des chaussures du défunt. Bon, jusque-là, pourquoi pas. En effet, elle dépassait et rien n'y a fait. Cette mésaventure a énervé le fils du disparu qui a déposé une plainte contre le fabricant de cercueil en prétendant que celui-ci était trop petit. En prétendant, bah oui, c'est pas en prétendant, oui. Voilà. Et alors là, c'est la dernière phrase qu'il faudrait que vous m'expliquiez parce que je la comprends pas bien, c'est « Si la situation
avait eu lieu dans d'autres circonstances, elle aurait fait rire. Bah, je vois pas quelle... C'est les chaussures qui sortent d'un lit, par exemple. Imaginez oui, mais le lit est trop petit, les chaussures sortent du lit. C'est vraiment, ce serait bien drôle. drôle. Et si on parle de ça, c'est parce que justement, c'est dans ces circonstances-là. Autrement, ça n'a aucun intérêt d'en parler. C'est ça. Bah oui. Donc, si la situation avait eu lieu dans d'autres circonstances, ça n'aurait fait rire personne. Non, mais il fallait bien conclure l'article, Laurent. Soyez compréhensif. Vous comprenez ce que je veux dire? sûr. Cette phrase n'a pas de sens. Si la situation avait eu lieu dans d'autres circonstances, elle aurait fait rire. Mais dans quelle autre circonstance? C'est n'importe quoi. Pour une cercueil party, hein, tu sais, quand tu fais une boum chez toi et tout le monde dans le cercueil. Et là aussi où je comprends pas. Analysons les articles de presse. C'est intéressant parce que pourquoi c'est les chaussures? Finalement, c'est les pieds. Oui, c'est ça. Je dirais, non, les nouvelles chaussures, la boue pointue, par exemple. À moi qui fut clown. Ou en train de jouer au bowling quand il est mort. Vous avez déjà mis des chaussures de bowling, Claude? Oh, c'est terrible. Allez faire un bowling avec bombe qui te mettent dans les chaussures juste avant, et après t'as les chaussettes qui puent pendant 2 ans. Ouais. C'est vrai. Même si tu les laves. Ça sent la chaussure de ski, c'est l'enfer. Il y a longtemps, moi je suis partant. Si vous m'organisez une soirée bowling, moi aussi, je suis très bowling. C'est génial. je suis partant. Oh, non, Mais c'est comment une chaussure de bowling? C'est toutes les couleurs. Bleu, blanc, rouge, souvent. Tu vois Stevie comment il s'habille? Non mais attends, c'est pas des Ça n'a rien à chaussures voir. de tennis ou des baskets. C'est des chaussures de bowling. Des chaussures plates. Plate et bleu, blanc, rouge. qui souvent. glissent bien. Enfin, des baskets, quoi, tout connement. C'est des baskets. pour, Non, faire non, les c'est pas des baskets. Pas du tout des baskets, c'est en dur. Hein, Et en général, c'est tricolore. très très. C'est aussi pourquoi c'est tricolore, c'est aussi pour que les gens partent pas du bowling avec les chaussures. T'as jamais fait de Ah oui, bowling? c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, plus elles sont moches, moi. T'as pas envie de sortir avec. Hein. Parce que si t'arrives avec des tongs et qu'on te prête des chaussures, le mec il peut se casser avec. Ah oui. Alors moi, en revanche, je crois que vous me rappeliez comment on met les doigts dans la boule, parce que Je vais vous montrer comment on met les Bah, doigts. t'as 3 trous, tu mets 3 doigts. Oui, mais il y a une façon Bah, de il y a- faire. il y a le pouce D'abord, et, parce qu'on a 5 doigts, faut choisir les 3. L'index, c'est le trois, là majeur et le pouce. Ah voilà. Et il faut bien prendre la bonne grosseur de trou, sinon vous partez avec la boule. Bon, en tout cas, voilà, on a rendu un bel hommage à ce joueur de bowling roumain décédé prématurément. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Claude Sarraute, Fabrice Eboué. Et on redémarre avec une question qui porte sur la présidentielle américaine, la course à l'investiture dans le camp démocrate. Côté républicain, on sait que c'est McCain qui sera le candidat, opposé soit à Barack Obama, soit à Hillary Clinton. Mais là, John McCain vient d'obtenir un soutien de taille, un soutien important. Lequel? Findus. Pas Findus. Un Français? Pardon, Un Français? pas un Français. Un Américain. Américain, oui. Un républicain. Quelqu'un de reconnu comme républicain. Un acteur. Pas acteur. Un Mais politique. proche longtemps d'un acteur. Homme, femme. Femme. Proche longtemps d'un acteur. Une politicienne. Pas une politicienne directement. Une people. Pas une people. Une sportive. Pas une sportive. Bah, alors, Une journaliste. Elle est connue comment? Dans le public, oui, je vois Barack Obama, déjà des personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Mais il faut le dire aujourd'hui à tous les auditeurs qui nous auraient rejoints depuis 16 heures, le public est beaucoup plus fort que les chroniqueurs. Eh ben moi je l'emmerde le public, c'est Nancy Reagan. Nancy Reagan, bonne réponse de Jérémy Michalak. John McCain soutenu donc par Nancy Reagan. Moi je savais même pas qu'elle vivait encore. Mais moi, Nancy pareil, Reagan. malheureusement, je croyais qu'elle était décédée, moi. Vous aussi, hein? non, non, non. Non? Elle a été remarquable avec son mari, comment elle l'accompagnait après sa mort. Très discrète et très... Tu te rends compte, c'est fou la vie qu'elle a eue. Sortie de la Maison Blanche. Oui. Martyr. Et lui surtout. Mais parce c'est que, ça. Oh franchement, là là là. avec Mais elle toutes les était gamelles pas qu'elle s'est consciente, prises. elle. il doit en avoir marre de visiter Nancy, non? Parce qu'au bout de 3 jours, t'as fait le tour, quoi. Non? non, c'est vrai. Il y a des petites ruelles sympas. Ah non. le centre historique est un peu pourri, mais sinon, sinon le reste est pas mal. Enfin voilà, Nancy Reagan est donc toujours vivante, l'épouse du président. Président de quelle année à quelle année, Reagan? Attention. C'était à 70, ouais, dans les années 70, hein. Pas du tout, de Non, 81 à 89. tu vois, bah. Voilà. Et il est décédé il y a seulement, effectivement, 3 ans, 4 ans maintenant. Ouais, il a fait une sortie magnifique. Ah oui? Il a écrit une lettre magnifique Ouais. en annonçant qu'il avait l'Alzheimer. Ses dernières paroles sont: former un cercle, il y a les Indiens qui attaquent. Tu sais, il avait un sens de l'humour formidable. Les Français qui le détestaient
et sûrement les démocrates aux États-Unis qu'il détestait, prétendaient que toutes ces jokes, toutes ces plaisanteries étaient écrites par des auteurs. Alors, n'empêche que quand il a été assassiné, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre lui, que la balle est passée à quelques millimètres du cœur, il y a un de ses aides qui le suivait sur le, comment tu dis, le lit roulant pour aller l'opérer. Le brancard. Et il lui a dit, est-ce que vous avez mal? Il a répondu seulement quand je ris. Ah oui, c'est joli. Et ça, c'est pas un auteur qui lui a écrit. Hillary Clinton, elle a quelques soucis quand même depuis 2 jours à cause de cette vidéo qui la montre arrivant en Bosnie. On l'a montré nous-mêmes d'ailleurs hier soir à la télévision dans l'émission. C'est la chaîne CBS qui la première à déterrer ces images. Faut dire qu'elle n'a pas été très maligne puisque lors d'un discours, elle en avait un peu trop rajouté sur son expérience en tant que femme du président. Elle avait dit « Je me souviens de ce voyage en Bosnie. Je me souviens qu'on avait atterri sous les tirs des snipers. Il devait y avoir une cérémonie d'accueil à l'aéroport, mais à la place de ça, on a dû courir tête baissée vers nos voitures. » On est compte un peu sous les tirs des snipers. Là, d'un seul coup, quelques journalistes consciencieux se sont dit « Tiens, il faut qu'on retrouve les images. » Ils ont retrouvé les images et on voit Hillary Clinton arriver avec sa fille, embrasser tout le monde, tout le monde souriant. Je l'ai vu, non, c'est vraiment honteux. Ah, honteux, comment est-ce qu'elle peut raconter des choses pareilles? C'est vraiment le flagrant délit de mensonge. Ah oui, quoi. Total. J'adore Claude qui dit je l'ai vu. Mais oui, tu étais dans l'émission hier soir aussi, Claude. Donc c'est normal que tu l'aies vu. Pas vrai. Mais si. Je te jure. C'est moi qui vous les ai montrés. J'ai cru que je l'ai vu au journal. Je crois qu'on la perd là, on la perd les gars. Hein. Revenons en France avec une publicité que vous avez peut-être entendue, une publicité payée et lancée par le CNB. Pourquoi le CNB fait-il de la publicité? D'abord, faut nous dire ce que c'est que le CNB. Oui, c'est un peu la question, Claude. C'est N. Oui. Parce qu'avec ces sigles, on devient fou ici. C'est vrai. Crédit, c'est le Centre National des Banques et il nous propose de refaire la bourse. Non plus, c'est pas la bourse. Aucun rapport avec la banque, aucun rapport avec la bourse. Comité. Non plus. Le CNB fait actuellement de la publicité sur différentes radios. On entend un dialogue entre 2 amis. C'est pas une compagnie d'assurance? Non, c'est deux amis connus qui font la pub? Non. Centre, déjà, on va essayer de prendre lettre par lettre. Oui, c'est bien mon petit Jean-Luc. Est-ce que c'est centre? Non plus. Comité? Non, non il a dit non. Le CNB avait vraiment intérêt, avait besoin de faire cette publicité pour alerter l'attention des différents Français qui peuvent être concernés. C'est un problème de santé? Non. C'est un problème d'écologie. C'est depuis le début de la semaine qu'on peut entendre à la radio ce dialogue entre 2 amis, dialogue favorable au CNB. Attends, c'est national. D'ailleurs, peut-être effectivement que plutôt que de chercher le C, national. Alors national, c'est national. Voilà. C'est le B qui est le plus important. Bâtiment. Pas du bâtiment. Bilout. Le Centre National des Biloutes. Ça aurait pu être des ch'tis, remarquez, les ch'tis nationaux Bilout. Bilout, pardon, pas Bilout. C'est pareil. Autre chose, c'est pareil. Parce que ça a un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans l'actualité récemment. Oui, c'est suite à une décision gouvernementale, évidemment, que le CNB a décidé de faire de la pub. Parce qu'il y a un lien avec le tabac. Non. Sur les retraites? Non. On peut dire que c'est une des réformes lancées par la dame au chapeau cloche. D'accord, donc Rachida Dati. Ah, la carte judiciaire. Donc c'est la fermeture des tribunaux. Sur la carte. Le comité du barreau national. National du barreau. Excellente réponse de Stevie Boulet. Alors attendez. Bravo. Le CNB, le Conseil national des barreaux, fait effectivement une publicité. On en a sucé du barreau. Mais là, attendez, parce que là pour l'instant, vous n'avez pas toute la réponse. Vous n'avez que le bout du barreau là, Stevie. Faut aller au fond maintenant. Alors non, attendez. Le CNB, ça c'est bien, Stevie, mais faut-il savoir ce que le CNB fait passer comme message dans ce petit dialogue à travers des pubs qu'on entend à la radio. Donc c'est quelque chose contre une décision prise par Rachida Dati. Contre une décision proposée par Rachida Dati. Voilà. Ça enlève du travail aux avocats. Voilà, c'est-à-dire sur les divorces. Oui, c'est justice. Sur le divorce. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
On peut entendre deux amis dialoguer depuis le début de la semaine dans ces spots publicitaires en faveur du Conseil national des barreaux. Comment ça, elle a pris un avocat? Nous, on a choisi le consentement mutuel. Elle a qu'à dire comme moi, c'est pas compliqué. Ah, parce que tu penses une seconde que Cécile va accepter une pension alimentaire aussi ridicule. Cécilia. Non, Cécile, ils ont choisi Cécile. Ridicule. De toute façon, Cécile a l'habitude de faire ce que je lui dis. Voilà l'échange incisif qui a été ajouté à la dernière minute aux 4 scénettes de la campagne de communication planifiée depuis l'année passée par le Conseil national des barreaux, qui représente l'ensemble des avocats, le CNB. Ils veulent effectivement réagir au fait que désormais on pourrait divorcer sans l'aide d'avocats chez un notaire. Vous savez que les avocats sont contre cette réforme, évidemment. On leur relève le pain de la bouche. Non, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Mais écoute, j'ai très peu d'expérience. Oh bah si, vous avez souvent divorcé, mais quand non, même. mais comme moi, c'est toujours moi qui ai quitté, et c'est toujours moi qui ai été poursuivi, je ne suis jamais allé dans un tribunal. Mais comment ça? Si tu acceptes tous les torts. Donc vous avez envoyé... Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, vous acceptiez tous les torts. Ah bah, plutôt que de me traîner devant le tribunal, attends, qu'est-ce que ça pouvait me faire? Bah, éviter d'avoir à payer, quoi. C'est vous qui avez versé une pension à vos maris? Non, mais j'en ai pas reçu. Elle n'est pas reçue de pension? Non. J'en ai pas besoin, puisque l'autre en avait ça. De quoi? Tiens, vous preniez toujours un mari plus riche que le précédent? Plus riche, ou plus généreux, C'est un critère. ou plus dépensier. Ça dépend des fois, les circonstances. Trop drôle, Claude. Ah, ça devrait être une femme, des fois. Un touriste finlandais, eh oui, un touriste finlandais a été arrêté parce qu'il a voulu rapporter comme souvenir... Quoi donc comme souvenir? Un arbre. Mais revenez d'où? Mais il revenait d'où, c'est ça. Ah bah c'est la question qui Il était en France. La réponse et la question est enfin voilà. Il était en Égypte, il a voulu rapporter une pyramide. Non, mais voilà, c'est de cet ordre-là. D'accord. Égypte, Finlande, ça fait déjà un beau voyage, hein, en voiture. Hein. C'est peut-être On n'a pas dit qu'il était en voiture. Ah, il est pas en voiture? Non. Non. Ah, bah, moi, je sais pas, un les Finlandais. Finlandais ont le droit d'aller où ils veulent dans le monde, quand même. Moi, c'était en voiture, je sais pas pourquoi. Il était avec sa Alors, Land est-ce qu'il Rover. était en France? C'était en France qu'il a volé quelque chose. C'est pas en France. Ah, il a volé quelque chose? Mais oui. C'est au milieu du Pacifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Polynésie française, Fidji, Hawaï? Quoi? Hawaï? Quelqu'un vous a marché sur le pied? Hawaï, c'est États-Unis. Bah, il y en a pas 10 000, hein. L'île de Pâques? Tahiti. L'île de Pâques. Bravo. Les C'est îles ça Galapagos? Non, c'est l'île de Pâques. Là, il a voulu repartir avec la Ah, bah, fameuse statue. c'est le Chili? C'est le Chili? Oui. Bravo, Stevie. Ah, ça, c'est bien. Oui, Ah ça, ouais, mais Stevie, là. incollable sur la géographie. Alors, Il a voulu embarquer les... un œuf. Mais non, les fameuses statues, là. alors qu'est-ce qu'il a Les voulu statues de embarquer? Pâques. Un œuf Ah, de il a Pâques. voulu ramener un morceau de statue. pierre de l'île, des statues de l'île de Pâques. Une des oreilles d'une statue de l'île de Pâques. Oh là là, il vit dans le péché, cet homme. Il est banni pour toute sa vie. Voilà, il a voulu rapporter ce souvenir chez lui. Il est passible d'une amende de $18 600. Honte à ce touriste finlandais et qui a des origines belges, hein, il faut Ah, dire. ouais. Bonne réponse de Stevie. L'île de Pâques en espagnol, Isla de Pascua. L'île de Pascua. Isla de Pascua. Ouais. Voilà. Parce que Pascua, c'est Pâques. Ah ouais, il y a deux îles comme ça que j'aimerais aller qui sont totalement isolées. C'est l'île Isla de de Pâques Pascua et et Isla l'île de de Sarkozy. Sainte-Hélène. À l'île de Sainte-Hélène. Pourquoi ouais. l'île de Sainte-Hélène? Parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Le seul moyen d'y accéder, c'est par l'île de l'Ascension qui se trouve à 1200 km au nord-est, au nord-ouest de... Allez, chez Claude, elle est sur l'île Saint-Louis, c'est très bien aussi. C'est plus simple. C'est même super. C'est deux îles totalement perdues. Ah, mais moi, je viens de déposer si tu veux. Jésabelle Lemonnier a le droit à tout un article dans la presse car elle est la première femme à l'avoir fait. À avoir fait quoi? Grimper sur un sommet. Un grimper sur un sommet, Claude. Quel sommet? Je sais pas, je les connais pas. L'Everest. L'Himalaya, les... Non, l'Himalaya, c'est une chaîne de montagne. Ah bon, pardon. Oh non, merde, Alors il ne nous parle repars de pas dans géographie. ton... Voilà, merci. Merci L'Everest. Laurent. Aucun rapport géographique et c'est pas un sommet. Avoir couché avec Stevie? Non. Oh. Jésabelle Lemonnier a 31 ans. C'est la première femme à avoir fait. À se présenter pour être astronaute. Non. C'est un exploit sportif? Non, mais c'est lié au sport. Ah. Ah. Arbitre, ah non. Non.
Non, il y en a déjà eu des femmes arbitres, je crois. Oui, arbitre de touche. Oui, voilà. Ah, il n'y a pas eu encore de femmes au centre, même pour les matchs féminins. Non, parce que ça les excitait un petit peu trop. Ils couraient plus après le ballon, ils couraient après l'arbitre. Pour les matchs féminins. Ah, c'est peut-être. Pour les matchs féminins, il y a dû y avoir quand même. Non. Elle, c'est vraiment la première à avoir fait ça, première femme. C'est au niveau de la navigation, peut-être. Jésabelle Lemonnier. Oui. Navigatrice. Oui. Non. Y a-t-il un rapport avec Alain Bernard? Est-ce qu'elle-même est sportive? Alors, est-ce que c'est un rapport avec le nageur Alain Bernard? Non. Est-ce qu'elle-même est sportive? Oh, j'imagine qu'elle pratique un peu de sport. On la connaît pour ça? Non. C'est une journaliste? Journaliste. Et commentatrice? C'est-à-dire? Elle présente le patinage artistique. Non, ça y est. Non. La première femme à avoir commenté un match de rugby, de foot. De foot. Première femme à commenter un match de foot, parce qu'on a des journalistes féminines comme Estelle Denis ou d'autres, mais qui ne commentent pas les matchs. Et elle est Jésabelle Lemonnier, à 31 ans, la première femme à avoir commenté un match de foot. Hier soir encore, elle officialisait sur la TNT, sur la chaîne Direct 8, où elle commentait Suisse-Allemagne. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Comment s'appelait la première journaliste féminine qui était à Téléfoot? Marianne Mako. Voilà, elle commentait pas le foot, elle. Non. Marianne Elle avait déjà Mako. du mal à trouver sa place dans Téléfoot, donc. Mais attends, A commenté un match en direct, attention, pas le résumé d'un match. Vous êtes sûr que Jésabelle, c'est pas le nouveau nom de Roger Isabelle? Non. Qui s'est recasé quelque part. Non. Oui, Jésabelle, elle porte ce prénom parce que ses parents adoraient Édith Piaf et en hommage à la chanson d'Édith Piaf, Jésabelle. Par contre, je crois que Marianne Mako commentait les matchs, mais à la radio. Oui, peut-être à la radio. Sur France Inter. Et elle faisait des commentaires, des résumés des matchs dans Téléfoot parfois, mais en tout cas, jamais de commentaires en direct de tout un match. Je savais même pas qu'il y avait du foot sur Direct 8, moi. Bah, si. Il va y avoir des matchs de premier plan. Avec Guignon, Carquefou, bientôt, il va y avoir des gros Et il y a matchs. Morandini qui donne le résultat avant, en scoop. Oui, c'est ça. Avec son panel. Il paraît qu'il y a une autre femme qui s'appelle Alessandra Bianchi, mais pour l'instant, elle ne commente pas en direct encore les matchs. Mais Alessandra Bianchi, c'est passé qu'il y a l'équipe du dimanche, l'italienne. Peut-être c'est ça. Donc il y a de plus en plus de femmes quand même. Oui, et puis il y a aussi une ex de la Starac qui est dans On refait le match. Francesca qui est avec Eugène Sacomano. Il y a de plus en plus de femmes quand même. Et puis Estelle Denis, quand elle faisait 100% foot, c'était vachement bien. En tout cas, voilà. Bonne chance à Jésabelle Lemonnier, qui peut-être un jour commentera sur une grande chaîne. Ah, je trouve qu'en plus elle a du goût parce que elle dit que le meilleur duo pour commenter le foot, c'est vous, à votre avis, vous, c'est qui Moi personnellement, il y a un joueur que je trouve vachement bon dans le commentaire, c'est Dugarry. Et ben voilà, c'est ce qu'elle dit. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous et avec elle. Dugarry avec son complice Grégoire Margoton, elle dit que c'est le meilleur tandem pour commenter le football actuellement. Et c'est vrai que, alors Dugarry, autant parfois on les met un peu moins sur les terrains de foot, autant alors il est très très doué pour commenter les matchs. Ouais. Voilà. Alors bravo à Dugarry et à Margoton. En tout cas, eux-mêmes félicités par leur consoeur Jésabelle Lemonnier. Bah tiens, on pourrait écouter Piaf chantant Jésabelle. Mes pleurs, c'était toi, Jésabelle, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jésabelle, c'était toi, Jésabelle, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écoulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jésabelle, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants, avec des yeux de mort, vibrant encore de passé. Mais mon cœur est crevé d'obsession, il bat en répétant
pour toi. Je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit, jour et nuit. Michalak, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoyne et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Pour les résultats du quiz lancé hier, 11 noms d'artistes à deviner, 11 extraits de chansons ou de sketchs, puisqu'il y avait, on peut le dire, un sketch des Inconnus, mais il avait déjà été trouvé hier, voilà pourquoi je peux le révéler. 11 artistes avec pour thème central, rappelez-nous cher Serge. Le Tibet, puisqu'évidemment c'est dans l'actualité. Voilà, le Tibet. Il fallait faire, trouver 11 morceaux concernant le Tibet. Ça nous a rappelé évidemment l'existence de quelques chansons, ou même appris l'existence de quelques chansons qu'on ignorait. Ouais, certaines engagées. Hein. Il y en avait eu quand même, je crois, 7 d'identifiés hier sur les 11, c'est bien ça. Qui ont été trouvés, oui. Et il en manquait donc 4. Vous pouvez, vous aussi, évidemment, continuer à jouer. On a eu un gagnant, ou plutôt une gagnante, elle s'appelle Stéphanie. Et d'ailleurs, Stéphanie, elle vous a vu en spectacle, Jean-Luc Lemoyne. Oui. Elle dit merci à Jean-Luc Lemoyne pour son spectacle très très drôle à Bruxelles vendredi dernier. Vous étiez à Bruxelles vendredi dernier ? J'avais une extinction de voix et je suis content que ça lui ait plu. Il nous a lancé une tempête de neige qui s'est déclenchée à son passage et un Daniel Gérard traumatisé, je comprends pas. C'est parce que je prends à partie quelqu'un et d'un seul coup, je suis tombé sur un garçon qui s'appelait Daniel Gérard mais qui avait aucun rapport avec le chanteur. Ah oui. Et c'est vrai que je suis arrivé à Bruxelles et la grosse surprise, c'est qu'il y a eu une tempête de neige. Et bien alors donc Stéphanie manifestement est belge, mais peut-être qu'elle pourra faire le voyage Bruxelles-Paris pour gagner le filet garni qu'on lui offre. On rappellera ce qu'il y a dans le filet garni dans un instant, mais après avoir évidemment trouvé ensemble les 4 titres manquants, comme Stéphanie, elle, a réussi à le faire. Vous pouvez continuer à jouer, les micros sont ouverts, c'est parti. C'était pas les plus difficiles. Je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama. Ça c'était les Inconnus. Sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. Ça c'était MC Solar. Ma tristesse est un monde ancien. Ça c'était Jean-Louis Murat. Ces 3-là avaient été trouvés. Le prochain manquait. Écoutez bien le prochain. Pink Martini, non ? Pink Martini, bravo Jean-Luc Lemoyne. Donne-moi la main et si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya. Ça c'était C. Jérôme, on l'avait trouvé hier. Lui il manquait. C'était Bachung, bravo Jean-Luc. Dave avait été trouvé hier. Les prochains aussi on les avait trouvés. Les Rigols. Les Rigols. Éclatèrent de rire sans pouvoir se calmer, ne pouvant même pas dire où se trouvait le Tibet. Et tous ces ovinés de Bosnie du Tibet. Eux aussi on les avait trouvés. Trio, bravo Jean-Luc. Il est fort, hein. Combien d'êtres humains. En revanche, les 2 derniers manquaient. Écoutez bien les 2 derniers. Respecte la population. On a cassé le toit du monde, caché dans les André Rieu. Pas André Rieu. Robert Léonard. André Rieu, il chante pas, je vous signale. C'est le moine d'un peuple brisé, de ces moines martyrisés. Cette lignée, si elle s'éteint. Lavalier. Non, Lavalier non plus. Tu l'avais dit Yves Duteil. Yves Duteil, bravo Jean-Luc Lemoyne. Et avant Yves Duteil, ce qui manquait, c'était le groupe Ange. Ouais, c'était Ange le plus difficile à trouver. Et les groupes formés à Belfort dans les années 70, qu'on n'entend plus beaucoup, faut dire, mais qui sont toujours en activité, je crois. Ah ben écoutez, vous me l'apprenez. Moi, Oui, je les ai revus encore il y a pas longtemps à la Téloche, en concert et tout. Bah, ils sont plus tout jeunes, hein, évidemment. Voilà, mais en tout cas, ils existent encore. Le groupe Ange, peut-être qu'il y en a un ou 2 dans le groupe qui sont morts. Non. Vous dites quoi? Enfin, ils sont 2. Christian Descamps et son fils, dit monsieur. Voilà, ils ont fait des couettes pendant un temps. Et puis finalement, ils sont revenus. Et puis ils sont revenus à la chanson. Paul Persson a fait partie du groupe. Un peu comme Sheila. Voilà.
Bravo en tout cas à Stéphanie qui a trouvé les 4 manquants, c'est-à-dire Pink, Martini, Alain Bachung, Ange et Yves Duteil, et 7 autres avaient déjà été trouvés. Stéphanie remporte donc, si elle veut venir de Bruxelles, n'est-ce pas, des places pour aller voir, entre autres, la pièce mise en scène par Patrice Lecomte au Théâtre de l'Atelier, Héloïse, une pièce de Patrick Covin. 2 places pour aller voir Héloïse. 2 places pour aller au Bouffe parisien pour voir Open Bed, mise en scène par Charlotte de Turckheim, avec Elisa Tovati, Titoff et la nouvelle comédienne Perle. On est donc... Perle, c'est un nom de call girl, ça. Elle est pas call girl, elle joue très bien, mais alors elle est canon. Hein. Ah ouais. Oh. Un avion, comme dit Titoff. Elle est déjà sur le coup. Et elle chante en plus très très bien, elle est très drôle. Voilà. 2 places, on l'a dit aussi, pour les grandes bouches à l'espace GEMAP. Ça, c'est vos copains, hein, les grandes bouches. Oui, c'est ça. Ce sont des Toulousains, un trio vocal, humoristique et musical. Trio vocal, les grandes bouches. Quand est-ce qu'ils sont à l'espace GEMAP? Ils sont depuis le 25, ils y sont, et jusqu'au 5 avril. Ah, alors là, c'est peut-être... faut être rapide, quoi. Notre amie Stéphanie, si elle veut y aller, mais en tout cas, pourquoi pas. Bruxelles, Paris, c'est combien d'heures avec le Thalys? C'est 1h15. 1h15, voilà. Et puis, je crois que Claude Sarraute avait promis qu'elle offrait les 2 billets TGV pour notre... Sympa. C'est vrai? Volontiers, oui, vraiment. Et vous dînez avec les auditeurs? Ah non, ça, j'ai pas dit ça, mais... Faut pas déconner non plus. Bah, pourquoi? Elle est peut-être sympa, Stéphanie. Moi, je viens dîner avec Stéphanie. Adorable, mais là, je suis une vieille dame. Tandis que lui offrir ses tickets de TGV, ça serait ravi. C'est pas grave, tu divorceras demain, tu trouveras un autre mari, et puis ce sera payé. Ah, merci bien. J'ai donné, tu crois pas que je vais me remarier? Maintenant, elle a plus besoin, Claude. J'en ai d'abord aucun besoin, et puis surtout, non, là, vraiment, tu te rends compte de tout ce que je me suis tapé dans ma vie? Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Tu parles de divorce ou tu parles de... Oh là là, plus ça serait trop. Il y a un chiffre. Vous voulez dire en euros mètres. ou en mètres? Non, j'ai jamais fait la passe. La chanson flash du jour, Serge Liado, évidemment concerne la suite de la visite du couple Sarkozy-Bruni à Londres. Lorsqu'ils sont arrivés devant les Altesses royales, chacun sentait que l'instant était capital. Dès que Carla fit sa petite révérence devant Elizabeth, my God, elle a produit un effet baf. Son bibi de parisienne est plus petit que celui de la reine, mais tout le monde s'est extasié et l'a trouvée à croquer. Elle représente l'élégance des grands couturiers de France. Cecilia, elle préférait Prada ou bien Versace. Les observateurs en torrance lui trouvent une ressemblance avec Jackie Kennedy ou bien avec Lady Di. Si c'est vrai, faut qu'elle évite au plus vite le pont de l'Alma et Dallas, les grosses bagnoles, les palaces. Ce serait trop bête qu'elle finisse sous le nom de Carla Onassis, et ce serait encore plus con de la trouver dans une chanson d'Elton John, d'Elton John, d'Elton John. Je signale qu'il y a une erreur dans le prénom de la jeune femme qui a gagné. C'est pas Stéphanie. Quiz. Stéphanie n'a pas du tout aimé le spectacle du Non, si Stéphanie est effectivement bruxelloise, elle a beaucoup aimé le spectacle de Jean-Luc Lemoyne, mais en revanche, elle n'a pas joué. Gagné, hein. Elle n'a pas joué au concours, donc elle n'a rien gagné. On m'avait mis ce mail. Moi, je pensais que c'était le mail de la gagnante. mais non, je sais pas pourquoi. Paulette pète un câble. Et... voilà. Depuis qu'elle a du succès avec son bouquin, la foule qui l'a acclamé au salon du livre, voilà. Elle dit plus bonjour, elle a changé. Paulette a bugué. Voilà. On sent. Et donc la véritable gagnante s'appelle Laura, et elle avait trouvé effectivement Pink, Martini, Alain Bachung, Ange et Yves Duteil. En plus, ça tombe bien, elle habite Paris. Donc Claude vient d'économiser 2 billets TGV. Billet de métro à 1,50 €. Vous êtes une chanceuse, vous, dans la vie. Ça, c'est vraiment le signe d'une chanceuse. Mais tu sais que je suis né un dimanche. Je suis un Sonntagskind, un enfant du dimanche. Et ils ont toujours beaucoup de chance. Le DVD de la semaine, commenté par Claude Sarraute, Stevie et Fabrice Eboué,
entre autres, puisque je ne sais pas, peut-être Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak avaient déjà vu le film au moment de sa sortie en salle. En tout cas, ce film, maintenant, on le trouve en DVD. C'est pratique si vous voulez l'acheter ou le louer. La recette du bonheur, le goût de la vie avec Catherine Zeta-Jones et Aaron Eckhart. Alors, je viens de me rendre compte que je me suis totalement trompé de DVD. Oui. Parce que, en fait, moi, je pensais que c'était le DVD de La vie des autres que je vous avais donné. Et j'ai confondu les titres des deux films, qui est un film génial, La vie des autres, évidemment. C'est cet espion de l'Est qui, évidemment, suit les faits et gestes d'un couple de comédiens et d'un auteur d'Allemagne de l'Est qui rêve peut-être au bout d'un moment de passer. Enfin, il rêve pas lui vraiment parce qu'il était politiquement plutôt dans le camp communiste, mais d'un seul coup, il va avoir envie de passer effectivement à l'Ouest. C'est un film génial, hein, La vie des autres. Faut l'avoir en DVD. Le goût de la vie, alors là, pour le coup, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas, c'est pas parce que je vous ai demandé de regarder ce DVD, mais qui vient de sortir aussi, en tout cas. Oui. Et c'est bien avec Catherine Zeta-Jones. Voilà. Et c'est adorable. Absolument adorable. Elle a une passion unique pour la cuisine. Elle est chef dans un très bon restaurant. Et elle ne pense qu'à ça, ses recettes, ses sauces, comment les améliorer, tout. Et il y a des cascades ou pas? Il y a un moment donné, elle fait monter les œufs en neige, c'est un truc dingue. Non, et il lui arrive une chose épouvantable, elle a une sœur. C'est Ratatouille avec des vrais comédiens, quoi. Non, pas du tout. Oui, tu comprends rien. Je vais t'expliquer. Elle a une sœur qu'elle adore. Vous ne m'aimez plus. Bah non, quel intérêt on aurait à t'aimer maintenant, tu peux me dire? Tu vois, t'as dit trop tôt que t'arrêtais la télé en septembre. C'est agréable, ça. C'est horrible. Mais vous savez, je n'étais pas dupe. Dis donc, mon chéri, que je te raconte. Donc, sa sœur meurt en lui laissant à elle, à Catherine Zeta-Jones, une petite fille de 10 ans complètement malade, traumatisée et désespérée. Et pendant qu'elle s'occupe de cet enfant, elle est remplacée au fourneau dans son restaurant par un jeune homme adorable. Et naturellement... Je connais pas bien ce comédien, c'est qui ce type alors? Il est trop beau. Je crois que c'est le mec qui jouait avec Julia Roberts dans Erin Brockovich, mais il avait des longs cheveux et tout. Aaron Eckhart, je pense. Oui, en tout cas, écoute, il est il a autant déjà de fantaisie et prometteur. Voilà. Il est plein de fantaisie, elle n'en a aucune. Et il va la séduire et il va surtout ramener cette petite fille à la vie, lui donner le goût du bonheur. Petite fille, c'est pas une petite fille, c'est une jeune femme. À 10 ans, t'es une jeune femme. Ah bon, il y a une petite fille aussi. Oui, sa sœur lui a laissé. Ah oui, mais avec vous, on sait jamais, quand vous dites une petite fille, on a toujours l'impression que c'est une jeune femme de 25 ans. Ah oui, ou plus. T'as raison. Là, non, c'est une vraie petite fille. Elle doit avoir 8, 9 ans, 10 ans. Bon, donc c'est sympathique. Très américain. Charmant. Ah ouais. Très américain. Stevie. Ah, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. C'est un très très beau film. Absolument. Enfin, il faut le voir absolument. C'est un vrai moment de bonheur. Ça donne envie d'être amoureux. Ça avait marché, ça, le goût de la vie? Je suis pas sûr. Et puis, non. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti au cinéma d'ailleurs, parce que s'il sort en DVD. Oui, c'est sorti. Il y a plein de films qui sortent directement en DVD. Non, mais ça c'est sorti au cinéma. Quand sur la jaquette ils mettent Teva et L.fr, tu sais que c'est un peu ciblé quand même. Hein. Ah oui. C'est pour les femmes et Stevie. Pardon. Bah demandons à Michalak. Ah non, mais j'ai pas vu le DVD là, mais je l'ai vu dans l'avion il y a très longtemps en fait, ce film, et c'est. Vous voyez tous les films en avion, vous. Ouais. Vous savez, moi j'ai pas le temps sinon, donc non, je l'ai vu. C'est vraiment la comédie romantique par excellence, quoi. Je sens que ça va avoir plu énormément à Fabrice. Ouais, je pense que c'est le genre de truc qu'il a adoré. Parce qu'il a un cœur gros ça et comme les 101 Dalmatiens, c'est son truc. C'est ça. Je sens que c'est encore un DVD que va ramasser sa petite nièce. Oh, c'est un beau film. Non, nul à chier. Ah ouais? Oh, vraiment à chier, quoi. C'est, oh là là. Y a pas de. Tous les goûts sont dans la nature, heureusement. Non, vraiment, y a rien, y a pas de ch'ti, ça se passe pas dans le nord de la France. Non, pour être plus sérieux, c'est vraiment la comédie cliché américaine, happy end, tout se passe bien, ils s'aiment à la fin. Oh, c'est niais, moi j'ai trouvé ça niais au possible, je suis désolé. Hein, y a rien qui a de... Non, mais comme dit Jean-Luc, c'est pour les lectrices peut-être de elle, c'est pas ma cible en tout cas, moi je me suis fait chier comme un rat mort, quoi. Y a rien, même vraiment. Pas, je sais pas, Zeta-Jones ou Oui, Catherine Zeta-Jones, 2 secondes, on la voit pas à poil dans le film non plus, donc je veux dire, non, il y a pas de l'autre consolation, il y a rien, elle quoi. pourrait monter la sauce, quoi. C'est vrai, tu sais, il y a vraiment des films pour femmes et des films pour hommes. Ah bah typiquement là. C'est très vrai, ça. Non, mais là c'est l'eau de rose, quoi, il se passe vraiment rien, quoi. Moi j'aime bien les films. Il y a pas d'imprévu. On pense qu'il y a un rebondissement, peut-être que le mec est méchant finalement, mais non, c'est vraiment le sauveur, c'est
Non, on n'y croit pas une seconde, quoi. Il a le cœur froid, Fabrice Eboué, j'aime mieux vous dire. Le goût de la vie, la recette du bonheur, sauf pour Fabrice Eboué. Ça vient de sortir en DVD. Nicole Croisy, elle fête son retour sur scène au Casino de Paris. Remarquez, elle n'avait jamais vraiment quitté la scène. Elle était en tournée avec son spectacle de reprise de chansons de Claude Nougaro, entre autres. Mais là, c'est à Paris qu'elle chantera non seulement Claude Nougaro, mais ses propres chansons. Son dernier album Jazzy est toujours dans les bacs. Nicole Croisy ce soir au Casino de Paris avec, par exemple, cette chanson À bout de souffle, signée Nougaro. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint. Le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et je le fric. Je glissais la main sous l'oreiller. La mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques. Somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turc Broubette, joué comme un fou. Aussi vite que moi, mettons les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait 2 fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un quart de flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu files. Descends pas, sauve-toi, parle-toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service 4 à 4. Un vasiste, tas était ouvert sur les étoiles et te revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon, tu ne l'auras pas volé. 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée, c'était la cohue. T'en peux plus, t'as couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant la mallette à la main, tu vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. S'enfonçant tout au fond d'une cour, tu descendis jusqu'en bas et te voici à 3 pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue tu ne le savais plus, mais tant pis, tu es sorti et tout de suite tu les as vus. 4 flics au coin de la rue, pas de panique, t'as reconnu le bar du Living, tu y es entré. La boîte était pleine comme un œuf, 2 ou 3 de Jasmine faisaient le bœuf. Tu brûlais de fièvre, tu voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un t'a saisi par le bras, tu t'es retourné, Suzy était là toute pâle, elle te souriait de nouveau, le soleil a brillé. Dans un souffle, elle t'a dit viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Vous êtes sortis, mais devant toi, un poulet a crié, ne bouge pas. Avec la mallette t'as frappé, alors le coup de feu a claqué. Te clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas, je te suis. On y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Allez, les dernières minutes avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ça va bien? Ça va, bonjour à tous. Comment ça va l'air? Bonjour mon chéri Paul. Si, ça va bien, ça va bien. Ah, vous êtes un peu déçu comme Stevie de ne pas avoir fait partie du voyage à Londres? Non, pas du tout. On m'a invité, j'ai refusé. Oh la pétasse. Je tiens trop à mon indépendance, vous le savez bien. Mais quand même, vous avez des infos sur Madame Carla Bruni-Sarkozy. Alors, vous savez que la presse israélienne est en général la presse la mieux informée. Oui. Je dis pas que c'est grâce aux agents du Mossad, hein. Mais par exemple, le très sérieux quotidien Yediot Ahronot, c'est le très sérieux journal de référence israélien qui annonce officiellement que Carla attend un heureux événement et précise son information en disant, par exemple, qu'au dîner de Shimon Peres, Carla
a refusé tout verre de vin, tout verre de champagne, et idem chez la reine hier à Londres. Et ça, c'est un commencement de preuve, c'est une présomption, quoi. Sauf si elle buvait déjà pas avant. Oui, c'est assez juste ce que vous venez de dire. Mais en général, ce quotidien ne se trompe jamais. Bon. Alors donc, je voulais vous le dire, vous voyez, je ne lis pas que Closer ou Voici. Hein. Donc, d'après Paul Vermus, qui cite une source israélienne, la première dame de France attend un heureux événement. De toute façon, c'est une bonne nouvelle, hein. Oui. Sauf si elle n'est pas enceinte. Oui, bien sûr, oui. Auquel cas, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez bien que j'ai pas l'habitude de me tromper, hein. Non. C'est drôle. Hein. et alors, ce sera un petit garçon, une petite fille, vous avez... Écoutez, faut peut-être pas abuser non plus, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça va pas, vous Est-ce que t'as l'écho, oui ou non? Non, je suis journaliste, je regarde pas par les trous de la serrure, hein. Vous avez les prénoms? J'ai pas les prénoms, je vous dis que j'ai quelques informations aussi par les agents du Mossad, et voilà, je vous donne de l'information. Si c'est un petit garçon, on l'appellera Brice, si c'est une petite fille, Rachida. Oui, par exemple. Ça sera un garçon, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que des garçons, Sarkozy. Non, écoutez, c'est bien pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Enfin, je voudrais pas... Je voudrais pas que ce genre d'information vous traumatise, hein. Non. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Alors, un mot sur Ségolène Royal, qui fait d'ailleurs la une du Point cette semaine. Alors là, je me pose une vraie question, Laurent. Je sais pas s'ils ont décidé de conquérir le PS ensemble, mais toujours est-il, c'est que Ségolène Royal et le jeune et beau député européen Vincent Payon ne se quittent plus. Ah, bien entendu, Laurent, vous comprenez, je parle pas de leur vie privée, hein, ça m'intéresse pas, vous le savez bien. Hein. C'est pas votre genre. Non, c'est pas du tout mon style, il y a des lignes jaunes que je ne franchis jamais. Hein, évidemment. J'ai une déontologie. Bien sûr. Voilà. Alors c'est un duo de choc qui va peut-être tenter de prendre le pouvoir, rue de Solferino. Alors ils étaient ensemble au bureau national il y a quelques jours à l'hôtel Marriott, on les voit tout le temps ensemble arriver rue de Solferino. Les enfants de Ségolène connaissent très bien les enfants de Payon, font du vélo ensemble. Bref, c'est Payon qui a écrit ces discours, il ne se quitte plus. C'est vraiment, c'est un pouvoir d'influence incontournable. Alors c'est à la fois son éminence grise, son mentor, son gourou, peut-être aussi son disciple. J'ai pas dit autre chose, Laurent. Non, bien sûr. Hein, j'ai pas dit autre chose. Non. T'as quand même dit l'hôtel Marriott. Non, mais c'était une réunion, ils étaient des centaines de parlementaires, enfin. Ce serait pas une bonne idée qu'il se passe quoi que ce soit entre Ségolène Royal et celui qui peut la conseiller et l'aider, parce que on voit bien que c'est pas forcément ce qui marche le mieux, puisque par le passé, on en a fait la triste expérience. Vous avez 1000 fois raison, Laurent, mais jamais une seule seconde je n'ai dit ce que vous êtes en train de dire. Hein. Vous allez bien au-delà de ma pensée. Hein. Oui, mais non, là, vous traduisez des propos. Non. Mais autrement, quel serait l'intérêt de l'information? Mais non, mais parce que c'est aussi intéressant pour vous dire que c'est plus facile de travailler à deux, vous voyez. C'est ça que je veux vous dire. C'est vrai. Les duos, c'est quand même très utile. Ça sera la phrase du jour. Moi, je crois, tu veux savoir quoi, Paul? Je crois que tu as raison. Parce que j'ai vu Ségolène Royal interviewée à la télé sur ce point, sans nommer le monsieur Payon ou je sais pas qui, mais avec qui il paraît que vous refaites votre vie, vous avez refait votre vie, et elle était très, très mutine et elle a pris ça très gaiement, tu vois, elle a pas aboyé du tout, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Elle était, je dirais rien, c'est ma vie privée, comme ça, tu vois, minaudière. J'ai rien dit, hein? Non. Bon, voilà. Mais Paul, donc si on résume un petit peu votre rubrique pour l'instant, Carla Bruni est peut-être enceinte, mais pas sûr du tout, et vous n'avez rien dit. Et Vincent Payon et Ségolène Royal, vous n'avez rien dit non plus. Je pense que vous avez fait... tu dis quelque chose. Vous avez fait une traduction assez honnête de mes enquêtes et de mon investigation. Mais comme vous continuez évidemment à sortir dans tout Paris, vous allez aussi nous parler de cette célèbre fête chez un joaillier, le plus célèbre joaillier du monde, dites-vous. En tous les cas, je peux donner le nom du groupe, qui est le groupe Richemont, que présidait longtemps Alain-Dominique Perrin. Ah oui. Vous voyez, il y a une multitude de marques. Hein. Qui sait Alors, ils célèbrent leurs 40 ans. C'est la plus ancienne manufacture horlogère. Alors 140 ans, non? 140 ans, oui. Oui, vous venez de dire 40 ans. Dès que vous pouvez me titiller, dès que vous pouvez... vrai, vous êtes incroyable, hein. Et vous connaissez bien l'information, vous aussi, hein. Oui. Vous êtes bien informé, non, l'ami, c'est bien. Alors, c'est le 8 avril. C'est à Genève. Il va y avoir une fête inouïe, je veux dire, parce que toutes les fêtes à Paris, c'est du pipeau à côté, c'est rien du tout. Hein. Alors, c'est une soirée où on va revivre à la fois la traversée de l'Atlantique qui mena le créateur de cette entreprise, qui s'appelait Ariosto Jones,
qu'il mena de Boston à Schaffhausen en Suisse. Hein. Alors, une fête inouïe. Est-ce que vous connaissez Cate Blanchett, hein? Oui, bien sûr. Elle sera en duplex depuis Sydney sur écran géant. Non. Si. Waouh. Ouais. Et puis, parmi les invités qui vont venir à ce grand out, à cet immense tri, il y aura à la fois les gens qui vivent en Suisse, comme Boris Becker. Vous aurez Paulo Coelho, vous connaissez ce romancier, bien ce sûr. philosophe. Hein. Vous aurez d'anciennes sportives comme Nadia Comaneci. Comaneci. Oui, non, mais j'ai fait l'erreur volontairement pour voir si vous m'écoutiez. Parce que depuis un moment, je constatais que vous faisiez pas beaucoup de remarques, donc je m'inquiétais. Qui d'autre? Marcel Desailly, David Douillet, vous avez Elle Macpherson, puis vous aurez un concert d'Alanis Morissette. C'est pas bien ça. C'est qui Alanis Morissette? C'est une chanteuse américaine, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir plus? C'est pas canadienne d'ailleurs plutôt. Vous pouvez nous rappeler juste un tube pour qu'on se rappelle un petit peu? Personnellement, d'abord je chante mal, vous remarquerez, j'ai pas toute ma voix, et pour la chanson, je préfère vous laisser faire. Alors bon, vous aurez... non mais il y a des tas de gens formidables. Il y aura David de Rothschild, le banquier, Ilina Stas, Jean Reno, Zidane sera là, Kevin Spacey. Vous savez, c'est une marque qui a lancé une montre. Kevin Spacey. Non mais Kevin Spacey, donc il est rentré. Non mais qu'est-ce qui vous fait rire là? Je viens de dire Kevin Spacey. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, c'est votre prononciation. En fait, vous êtes bilingue. Écoutez, c'est un breton. Le moine. Tout le monde sait que vous parlez l'anglais dans le texte, hein. Alors vous, franchement, évitez de faire ce genre de remarques imbéciles, idiotes et inutiles, hein. Allez, passons à un souper glamour qui a lieu en France. Peut-être qu'on a encore le temps d'y aller ou c'est déjà passé? Ça vient de passer. C'était formidable. Hein. C'était à l'Opéra Garnier. Il y avait un immense tapis rouge. C'était samedi. Hein. Samedi là. Voilà, c'est une célèbre marque de champagne, je la cite pas parce que après vous diriez que nous sommes une fois encore achetés, ce qui est pas notre cas. Les premières lettres seulement. L comme Laurent quoi. Ouais. Moi j'aime bien. Laurent Perrier. Oui. On ne cite pas la marque, je vous ai dit. Alors écoutez, ils vont faire une chose extraordinaire. Ils vont lancer, ça s'appelle Buy and For, c'est-à-dire qu'ils vont créer des cuvées élaboré selon son propre goût, et on va lancer, ça vient d'être lancé, enfin vous allez en entendre parler dans quelques jours, parce que je suis le premier à vous annoncer cette information. Si je suis le premier à vous annoncer cette information, vous allez avoir la cuvée Sophie Marceau, la cuvée de la star chinoise Gong Li, et la cuvée de la fameuse cuisinière Anne-Sophie Pic. Alors c'était une fête... C'est pas la cuvée Levez-vous? Pardon? Alors ça c'est comme... Alors il y avait un tapis rouge. Alors on allait à l'Opéra Garnier non pas pour aller voir un opéra ou des ballets, mais tout simplement pour aller souper. C'était au premier étage. On traversait le grand escalier. Alors c'était assez étonnant parce qu'il y avait surtout des invités asiatiques. Il y avait des Chinois, des Japonais. J'ai eu beaucoup de mal à m'y reconnaître. On se serait cru aux Jeux Olympiques. Alors bon, je peux vous dire que nous étions une centaine, c'est quand même, vous voyez, c'est un vrai must. Vous y étiez vraiment? Bah bien sûr, j'y étais vraiment, et c'était en tenue de soirée, je peux vous le dire. Hein. C'était vous ou Walid, votre assistant? Non, Walid peut pas aller dans ce genre d'endroit, il a pas de smoking. Voilà. Parce que tu ne voyais pas. C'est vrai qu'on le voit d'ici, il a pas de smoking. En revanche, il a un pull bien moche. Non, mais là, c'était... Alors, bon, il y avait quand même Christophe Lambert. C'est normal. La cuvée Sophie Marceau, il la connaît. Déguste. Alors, il y avait le top modèle Higini Mori, vous connaissez? Non. Bon, la star russe Renata Litvinova, vous connaissez? Non plus. Non, mais ça n'a pas d'importance, c'est pour vous dire qu'il n'y avait absolument aucune star française. La seule personne un peu connue... C'est gentil pour Christophe Lambert. Oui, non, mais Christophe est un ami. La seule personne un peu connue, honnêtement, je crois que c'était moi. Non, sérieux, on était 100. Ça valait le coup d'y aller, alors. Mais non, il y avait des photographes, il y avait les caméras, il y avait... Mais alors pourquoi ils font pas une cuvée Paul Vermus avec du champagne un peu éventé? Laurent, au lieu de dire des bêtises, je suis un journaliste intègre. Combien de fois vous l'ai-je dit? Vous croyez que je pourrais faire de la pub ou prêter mon nom à une cuvée? Non, mais ça on le croit bien, ouais. Si t'as mais même on te paye pas, on te donne juste une caisse. Non, je mange pas de ce pain. J'y pense, je reviens à votre première information. Vous nous dites que Carla Bruni serait enceinte, mais vous nous avez pas dit de qui? On vous remercie Paul Vermus et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.